Bonsoir. Monsieur le Président, cher Michel, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les directeurs d'administration, d'associations des entreprises du numérique, je vois que vous êtes nombreux dans la salle, des instituts de recherche, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, j'espère n'oublier personne. Je suis ravie de vous accueillir ici à Bercy pour la toute première soirée de la souveraineté numérique, qui vient prolonger le comité interministériel de l'innovation que le Premier ministre a présidé jeudi dernier. Je suis très fière que nous soyons tous ici réunis ce soir et on est nombreux et c'est une vraie fierté pour moi de voir l'écosystème du numérique rassemblé parce que ça n'aura échappé à personne. Nous sommes dans un moment charnière, un moment qui fait suite à une actualité marquée notamment par les évolutions sur les droits de douane, un contexte dans lequel nous avons plus que jamais besoin d'unité. Et c'est cette unité que nous allons construire ensemble, que nous construisons ensemble depuis un moment, mais sur laquelle je veux absolument insister ce soir. La guerre commerciale qui a débuté maintenant il y a quelques semaines est une guerre idiote. Je pense que c'est important de le rappeler. Nous ne souhaitons absolument pas cette escalade. Le ministre Éric Lombard l'a rappelé ce week-end, le recul des États-Unis montre bien qu'il y a un espace de négociation, mais ce n'est pas encore un tournant et il ne faut pas crier victoire. Mais soyons clairs, l'Union européenne continuera de répondre de manière ferme, unie, face à ce contexte. Nous faisons face ensemble, nous répondrons de manière proportionnée, mais nous répondrons pour chaque euro, pour chaque centime d'intérêt européen menacé. L'Europe est prête. L'Europe est forte. Elle est forte de son marché de 450 millions de citoyens. Et je crois qu'aucune entreprise, qu'elle soit européenne ou américaine, y compris dans le secteur du numérique, n'est à gagner de cette bataille. Si je commence mon propos par cette clarification nécessaire sur les faits de l'actualité récente, c'est parce que cette situation géopolitique que je viens de décrire donne plus que jamais raison à l'agenda d'autonomie stratégique porté par le président de la République depuis 2017. Cet agenda, vous l'aurez compris, c'est pourquoi nous sommes réunis ici ce soir, place le numérique au cœur de toutes les considérations stratégiques. Car bâtir une Europe souveraine, bâtir une Europe autonome, c'est bâtir une Europe du numérique souveraine. Cet agenda de souveraineté numérique, c'est d'abord celui d'une Europe consciente de ses dépendances, dans lesquelles elle s'est parfois enfermée. C'est aussi celui d'une Europe qui protège nos entreprises, nos citoyens. Mais c'est avant tout, comme l'a rappelé le Premier ministre lors du comité interministériel de l'innovation de jeudi dernier, celui d'une Europe qui regarde et investit fièrement dans l'avenir, dans le progrès technologique. Car la meilleure protection, c'est bien l'innovation. Enfin, c'est celui d'une Europe qui avance ensemble, qui travaille en meute, un peu comme ce soir, et je sais pouvoir compter sur vous, toutes et tous, pour avancer ensemble. Une Europe consciente de ses dépendances, donc. La première condition de notre souveraineté numérique, je le mentionnais, c'est de les connaître, ces dépendances. La France, comme l'Europe, sont aujourd'hui dépendantes de l'extraction de matières premières, d'entreprises productrices de cartes graphiques ou de fournisseurs de cloud qui captent 70 à 80% des marchés européens. Dans un monde de prédateurs, la question qui se pose est: de qui acceptons-nous d'être dépendants et pour quel maillon de la chaîne? C'est bien pour répondre à cette question que je vous annonce lancer aujourd'hui un observatoire de la souveraineté numérique avec l'appui de Marc Mortureux du Conseil général de l'économie. Il aura pour mission de dresser un état des lieux complet, lucide, rigoureux et actualisé de nos dépendances technologiques, de nous donner les outils pour orienter nos choix stratégiques, éclairer nos politiques industrielles et faire des choix informés, responsables. Pour autant, oui, nous avons des dépendances, mais arrêtons
de nous auto-flageller, de nous auto-censurer. La France a des atouts considérables qu'il nous faut mettre en avant. Nous disposons d'une énergie décarbonée, stable, d'infrastructures de calcul publiques et privées, de talents enviés dans le monde entier et d'entreprises européennes qui peuvent et doivent être les leaders de demain. En bref, nous avons bien toutes les cartes en main. La deuxième condition, c'est de protéger. La protection des données est au cœur de cet agenda de protection. L'État français, grâce au travail sans relâche de l'ANSSI, a été précurseur pour protéger les données publiques des Français les plus sensibles en développant la certification SecNumCloud depuis 2016, renforcée par la loi SREN en 2023. Il s'agit de données comme celles relatives au secret de la nation, le maintien de l'ordre public, la protection de la vie des Françaises et des Français. C'est un choix politique fort, mais c'est un choix politique assumé, c'est un choix politique nécessaire dans le contexte que nous connaissons. Je continuerai de porter cette ambition au niveau européen pour faire émerger des solutions de confiance pour nos administrations, pour nos entreprises et pour nos concitoyens. Enfin, la troisième condition, sans doute la plus importante, c'est bien sûr de continuer à innover en européen pour faire émerger les champions de demain. À cet égard, je suis extrêmement fière d'appartenir à un gouvernement résolument pro-européen qui n'a jamais changé de cap et qui continue de croire dans l'innovation et le progrès scientifique. Dans le cloud, comme dans certaines technologies les plus critiques, au premier lieu desquelles, bien sûr, l'intelligence artificielle, nous avons bel et bien des solutions européennes, innovantes, compétitives, performantes, que nous avons réunies d'ailleurs ici ce soir, à Bercy. Des entreprises comme OVH ou Scaleway, où j'étais tout à l'heure, cher Damien, nous avons beaucoup fait pour cet écosystème d'innovation parce que nous avons plus que jamais besoin de ces entreprises. Depuis 2018, la France a beaucoup investi dans l'innovation. Avec France 2030, c'est déjà plus de 38 milliards d'euros dans les technologies de demain pour rattraper un certain retard industriel que nous avions accumulé. Le contexte budgétaire complexe que vous connaissez nous oblige. Pourtant, comme l'a rappelé le Premier ministre jeudi dernier pendant le comité interministériel de l'innovation, les choix difficiles que nous aurons à faire ne se feront pas en sacrifiant l'innovation. À cet égard, je suis très fière de vous annoncer ce soir le lancement de l'appel à projets pour renforcer l'offre de cloud. C'est un appel à projets d'ampleur qui était attendu par un certain nombre de personnes dans cette salle, je le sais. Il doit nous permettre de bâtir des solutions basées sur les dernières avancées, notamment en matière d'intelligence artificielle. Il porte une ambition claire, celle de bâtir une offre de cloud européenne attractive, performante, compétitive. Une offre que les acteurs publics, les chercheurs, les entreprises, les citoyens voudront utiliser par conviction, mais aussi par sa qualité et sa performance. Par ailleurs, j'entends souvent parler de cette Europe qui régule. Je tiens à rappeler une chose toute simple. Nous régulons pour porter nos convictions, et notamment une conviction particulière, la concurrence est bien la condition pour stimuler l'innovation. C'est pourquoi je tiens à ce titre que nous renforcions cette concurrence dans le marché du cloud, comme le porte aussi un certain nombre de mes homologues européens. Sur la régulation numérique, je répéterai le message que j'ai pu passer dans certaines instances la semaine passée. Notre agenda de régulation numérique n'est pas à vendre. Il est le garant de nos convictions et de nos valeurs. Il n'est pas une monnaie d'échange dans la guerre commerciale à laquelle nous faisons face. J'y veillerai personnellement et nous avons une véritable unité au niveau européen pour protéger cette régulation. Enfin, si l'innovation nous a permis d'ores et déjà de faire émerger des solutions européennes compétitives, j'en ai cité quelques-unes et vous en verrez ce soir un certain nombre d'entre elles, la question centrale reste bien celle de l'adoption. À ce titre, je crois profondément que la souveraineté numérique est un projet collectif, un projet qui réunit l'État, les entreprises, les chercheurs, les territoires, les citoyens.
Un projet qui exige de la constance, de la confiance, du courage. Aux administrations qui se digitalisent, je veux rappeler que nous avons défini des règles du jeu très claires et ambitieuses avec Stéphanie Cher de la DINUM qui nous en parlera dans un instant. J'ai demandé à Stéphanie d'accélérer, j'y serai attentive, elle le sait, avec mes collègues Laurent Marcangeli et Amélie de Montchalin. Aux grands patrons qui hésitent, je veux le redire. Des solutions européennes, innovantes, compétitives, existent bel et bien, y compris dans le domaine du cloud. Si les grands patrons veulent acheter des solutions françaises, qu'ils y aillent. Nous ne pouvons que les encourager. Ces solutions ont l'avantage d'être souveraines, protectrices de nos valeurs et de notre patrimoine informationnel. C'est bien pour avancer ensemble, pour construire cette dynamique collective, que nous lancerons le 20e comité stratégique de filière logiciels et solutions numériques de confiance, le 22 avril, dans quelques jours maintenant, avec Michel Paulin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir et que je remercie. Ce travail collectif de filière est fondamental pour nous permettre de contribuer au développement de nos solutions et leur adoption progressive dans tous les domaines. J'ai demandé à Michel Paulin de lancer un travail avec les entreprises pour augmenter la part des achats numériques européens sur le modèle de ce que nous avions pu faire ensemble, cher Thomas. Je choisis la French Tech, bien sûr. Il s'agit d'un impératif, d'une condition sine qua non. Si nous souhaitons réussir à construire ensemble cette autonomie stratégique de l'Union européenne, cette souveraineté numérique, il s'agit d'une condition nécessaire pour défendre notre économie, bien sûr, mais aussi pour protéger nos valeurs. Alors je compte sur vous pour mener ce projet collectif et je vous remercie d'avoir répondu présent. La souveraineté numérique européenne existe bel et bien, une grande partie est dans cette salle et je crois que nous avons une ambition plus que déterminée à le montrer. Je vous remercie. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, pardon. Je suis très honoré et très heureux d'avoir l'occasion de participer à cette soirée de la souveraineté au nom de la filière logiciels et solutions numériques de confiance. Avant de parler rapidement de cette filière et de ses enjeux, juste un mot sur la souveraineté. J'ai souvent eu l'occasion de mentionner, pour ceux qui se souviennent d'il y a 7 ou 8 ans déjà, que ma définition de la souveraineté, c'était la liberté. C'est la liberté de choix en toute transparence et en toute connaissance de cause. C'est très loin du protectionnisme. C'est très loin des barrières tarifaires et des taxes, très à la mode en ce moment. La souveraineté numérique, en revanche, nécessite d'établir un vrai rapport de force pour garantir la liberté de choix. Ainsi, elle ne se fera pas toute seule, au vu de la situation actuelle où quelques acteurs dominants, fortement aidés par leurs États et leurs gouvernements, imposent des monopoles de fait, souvent au mépris du droit de la concurrence et parfois même des lois. La souveraineté numérique ne se fera pas non plus si nous n'avons pas plus de courage. Courage de nous tous. Et tu as dit collectif, et c'est super important le collectif. Non pas de taxer encore et encore, mais au contraire de faire appliquer les réglementations actuelles. Le DMA, le DSA, le RGPD, le droit à la concurrence, la loi SREN, SecNum Cloud, qui n'est pas une réglementation mais qui est une certification. Inutile d'en créer plus de lois, plus de régulations. Il y en a déjà beaucoup, certains disent même trop. Non, appliquons-les en France et en Europe, au niveau européen, avec détermination et courage, pour défendre nos intérêts et nos valeurs. Mais revenons à la filière et au CSF des logiciels et solutions numériques de confiance. Le lancement du CSF débute il y a maintenant plus de 2 ans. Ces 2 ans ont permis de faire participer massivement l'écosystème et les services de l'État. Merci à tous ceux qui ont dédié un peu de leur temps pro bono pour faire avancer le contrat de filière. Et un grand merci à toutes les parties prenantes. Ainsi, je remercie la DGE pour son soutien actif, Numéum, le SIGREF, le GINUM, l'INRIA et tant d'autres qui ont participé à construire un contrat de filière. Et comme l'a dit la ministre,
Je suis vraiment très heureux d'annoncer solennellement le lancement du CSF dans exactement 8 jours, ici même. Et vraiment, c'est une fierté de pouvoir le faire. Ce contrat de filière formalise des engagements concrets autour de 5 thèmes. Le premier, la création d'offres de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on propose? 2, la commande publique et celle des grands groupes. 3, l'innovation, la formation et la féminisation au sein de la filière. 4, les certifications et les réglementations, pas besoin d'en inventer, mais en revanche de les appliquer. Et puis finalement aussi, un point important, l'export. Parce que notre filière exporte peu et perd des parts de marché dans le monde et en France. Cette filière couvre 5 domaines selon les définitions qui ont été définies par la DGE. Les éditeurs de logiciels, les acteurs du cloud, les acteurs créateurs de solutions d'intelligence artificielle et de métavers, et enfin les acteurs du quantique. Cette filière génère 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 4000 acteurs dynamiques. Bien sûr, de nombreuses start-up, de licornes, mais aussi de nombreux éditeurs de logiciels plus matures qui irriguent le tissu local, économique, régional et national. Cette filière croît vite, à 2 chiffres. Elle crée des emplois, presque 10 000 par an. Mais cette filière fait face à de nombreux défis. Je l'évoquais, perte de part de marché au niveau mondial et même en France. Mais j'en mentionnerai 3 autres. 1, accès à des fonds propres. Investir massivement dans la technologie et l'innovation nécessite des sommes considérables et donc des fonds propres. L'accès à des fonds propres est clé, mais dans certains secteurs comme la cyber, l'IA, le quantique, la data, cela devient crucial pour croître et innover. Je me permets de prendre le cas du quantique, qui est vraiment à l'origine, qui est pas un secteur encore mature. Nous avons la chance, grâce à nos chercheurs, à nos ingénieurs, nos grandes écoles, nos organismes de recherche publics tels que le CNRS, le CEA, l'INRIA, d'avoir un des écosystèmes de start-up parmi les plus à la pointe au monde, et c'est reconnu mondialement. Ces sociétés, pour poursuivre recherche et développement, vont avoir besoin minimum 1 milliard, très certainement 3 milliards d'euros de fonds propres dans les 3 prochaines années pour rester dans la course face aux Américains. Nous devrons trouver des solutions pour qu'elles restent françaises ou européennes. Deuxième défi, les talents, l'innovation et la féminisation. L'innovation est au cœur du succès de la filière. Il faut toujours et encore innover, 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 innover. L'incubation de recherche venant des universités, des grandes écoles et des centres de recherche vers des start-up est fondamentale. Il faut poursuivre la solidification des échanges entre tous ces acteurs, dits académiques, et le monde de l'entrepreneuriat. La poursuite de l'effort pour former des ingénieurs, des chercheurs, des doctorants sera clé. Et nous avons en outre, nous, filières, une responsabilité majeure, capitale, de faire tous nos efforts pour convaincre les femmes que la filière a des activités passionnantes pour elles. Nous ne réussirons pas si nous ne féminisons pas notre secteur et attirons 50% de la population française. Troisième défi, la croissance et la taille. Les clients. Car finalement, sans clients, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, l'écosystème de la filière est en fait une myriade de TPE et de PME. Il y a peu de grands acteurs. 4 de plus de 1 milliard de chiffre d'affaires. Il y a plus de 15 acteurs américains qui sont plus gros chacune d'entre elles que toute la filière française. Pour vous donner l'enjeu auquel nous faisons face. Je ne parlerai pas des grands acteurs américains sans aussi évoquer les Chinois, les Coréens, les Taïwanais, mais également les Israéliens, les Canadiens qui progressent très fortement. Et donc, la croissance passe par construire une offre innovante et compétitive, mais aussi, elle passe aussi par des clients, par des commandes. Les subventions, c'est bien, merci de cette initiative d'AMI, mais les clients et les commandes, c'est beaucoup mieux. Près de 80% de la commande publique et des grands groupes sont faits auprès d'éditeurs et fournisseurs cloud américains. 80%. Imaginez si nous pouvons rêver que nous puissions flécher ne serait-ce que 5 ou 10% de ces commandes
vers la filière française. Ce serait un boost de croissance inédit, surtout que tous les autres pays le font. Ils font majoritairement appel à leur propre filière. Les Américains, les Chinois, les Coréens, les Israéliens, tous le font. Nous sommes le seul aujourd'hui à avoir une dépendance aussi forte auprès des éditeurs et des acteurs étrangers. Les récents événements démontrent avec force que nos alliés d'hier ne sont pas toujours nos amis. Et il faut donc renforcer la part de marché des solutions de confiance de la filière pour réduire dépendance, réduire les risques majeurs économiques et les excès économiques, c'est-à-dire que parfois ça nous coûte cher. Les récents événements autour de VMware ont montré que ça pouvait coûter très cher à certains clients. Les enjeux géopolitiques, désormais de prédation et de pression via des lois extraterritoriales. Ces lois extraterritoriales qui sont des outils extrêmement puissants pour contraindre, pour utiliser les données, même hébergées en France, par des acteurs qui sont soumis à du Cloud Act ou à du FISA. Donc, avoir plus de clients en France, avoir plus de commandes publiques et des grands groupes est crucial. L'État, il doit jouer un rôle d'exemplarité. Et les exemples du choix de 365 et de l'école polytechnique, mon école, ne sont pas des bons signes. Les solutions françaises, comme tu l'as dit, existent. Utilisons-les. L'initiative Je choisis la French Tech est prometteuse. On le voit, il faut persévérer, car beaucoup ne choisissent pas du tout ou du bout des lèvres la French Tech. La souveraineté, ou plutôt l'autonomie stratégique, passe par une part de marché plus grande de nos solutions face aux géants qui deviennent des monopoles de fait et qui guident et qui sont inféodés à des lois qui ne sont ni françaises et qui ne supportent pas nos valeurs. Nous soutiendrons toutes les initiatives, comme celle de l'équipe de France du numérique, qui sera annoncée, je crois, en juin, qui justement fait qu'il y a un collectif de toutes les parties prenantes, fournisseurs, clients, secteur public. Car oui, tu l'as dit, le collectif est clé. Et clairement, la filière veut concrètement s'investir et jouer son rôle. Et je me permets d'annoncer 3 initiatives que nous allons lancer. La première, l'apparition d'un annuaire des sociétés qui commercialisent des solutions de confiance, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis aux lois extraterritoriales et qui ne sont pas soumis aux contraintes extérieures. Elles sont hébergées par des acteurs qui, aujourd'hui, sont en France ou en Europe et qui sont conformes à l'ensemble des régulations et des certifications françaises et européennes. Le deuxième, la parution d'un catalogue des solutions de confiance dans tous les domaines, dans le cloud, dans la cyber, dans les outils collaboratifs, dans les éditeurs spécialisés, dans l'intelligence artificielle, dans la santé. Car enfin, on entend à l'envi que les solutions françaises n'existent pas. Mais c'est faux. Elles existent. Elles, comme tu l'as dit, elles sont des alternatives compétitives, souvent moins chères. Solutions de confiance, conformes aux réglementations et certifications européennes. La filière va tout faire pour promouvoir ces solutions, souvent méconnues. Et il est vrai que le marketing puissant des monopoles, de fait, de quelques acteurs, veut faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a toujours des alternatives pour ceux qui le veulent. C'est pourquoi notre 3e initiative est que nous allons organiser des journées de présentation rapide par les acteurs français auprès des décideurs du secteur public, mais également des grandes entreprises, au plus haut niveau, pas uniquement au niveau des DSI, pour qu'ils comprennent les enjeux de ce que c'est aujourd'hui le risque de dépendance numérique de la France. En bon français, ça s'appelle un matchmaking. Donc nous allons organiser ça. En conclusion, la filière est dynamique, elle investit, elle recrute, elle paie ses taxes, elle innove en France. Elle attise des convoitises, la preuve est que de nombreuses de ces sociétés prometteuses sont acquises ou financées par des capitaux américains. Donc elles existent puisqu'elles suscitent un intérêt. Donc l'alternative existe. Dans ce monde incertain et très agressif, le numérique est désormais un enjeu crucial de compétitivité, mais aussi de défense et de protection. Mais je crois aussi que c'est un enjeu de croissance, d'emploi. Car aujourd'hui, le numérique irrigue
de sa richesse les États-Unis, seul secteur qui survit. Nous pouvons faire de même. Nos acteurs de la filière sont engagés à poursuivre leurs investissements pour contribuer à la souveraineté numérique et à notre autonomie stratégique dans ce secteur, seule voie pour garantir la pérennité de nos systèmes, notre défense, et je me permets de le dire, et tu l'as dit, nos valeurs, dans ce monde brutal et agressif. Je n'ai qu'un seul message à tout le monde. Jouons collectif, tous ensemble. Agissons, pas d'effet de manche, mais au contraire, agissons, utilisons tout ce qui existe. Faisons en sorte que nous fassions confiance à la French Tech, à la filière. Aujourd'hui, le diagnostic est fait. Nous savons quels sont les enjeux. À nous de réagir en agissant, tous ensemble, collectivement. Merci. Alors, j'ai une double mission, je crois. Non seulement je suis chargé de la filière, mais je crois que je dois faire l'animation des prochaines tables rondes. Alors, je ne suis pas journaliste, donc vous m'excuserez, je suis vraiment un piètre animateur. Donc, je suis très heureux de demander à la première table ronde de venir. Elle sera animée par notre cher ami Henri Dagrin du CIGREF, mais également Solange Viegas Dosriès de OVH Cloud, Éric Gouy de Pierre Fabre, Damien Luquer de Scaleway, Antoine Frac Lacroix, Philippe Miltin d'Outscale, Philippe, et Vincent Champin de Framatome. Le thème, c'est développer et adopter des offres de cloud souverain. Où est-ce qu'on en est en France? Sur quelles offres de cloud? Quelles sont les attentes, les pratiques, les retours d'expérience des entreprises en matière d'offres cloud? Merci beaucoup, Michel. Madame la ministre, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je suis très heureux donc d'animer cette première table ronde d'où je parle en tant que délégué général du CIREF. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association dont les membres sont les grandes entreprises de racines françaises et les grandes administrations publiques françaises en tant qu'utilisatrices de produits et services numériques, donc essentiellement les grands comptes dont certains sont représentés donc sur cette table ronde. Donc c'est à ce titre-là effectivement que je crois que sur ces sujets-là, la voix du CIREF est en général attendue, éventuellement écoutée, parfois entendue. En tous les cas, ce sont des sujets, Madame la Ministre, qui nous préoccupent et qui préoccupent tous les adhérents du CIREF, sur lesquels nous travaillons beaucoup, peut-être pas toujours sur la même façon vocale que pu le démontrer Michel, mais en tous les cas, c'est un vrai sujet de préoccupation pour nos adhérents. Alors la numérisation s'accélère, je ne vais pas reprendre le couplet, dans tous les pans de la société et de son économie, et la question de la souveraineté numérique, bien entendu, et de la confiance dans le cloud est devenue absolument centrale pour tous ces utilisateurs, et notamment européens. Alors comment garantir la protection des données, notamment des données stratégiques, des données non personnelles, celles qui peuvent relever par exemple du périmètre du secret des affaires. Comment maîtriser nos dépendances technologiques critiques et comment favoriser l'émergence d'acteurs européens solides, économiquement pertinents, à l'état de l'art et capables de passer à l'échelle mondiale. Eh bien, ce sont ces enjeux que nous allons aborder au cours de cette première table ronde. Et donc, j'ai le plaisir d'animer pour cette discussion. Donc, 6 intervenants que je ne vais pas représenter, mais uniquement dire que, Damien Lucas, donc CEO de Scaleway, a été obligé de nous quitter. Et donc, il sera représenté par la directrice commerciale de Scaleway, Madame Dorine Pernel. Voilà. Donc, ce qui aura comme effet de répondre à une de tes préoccupations, Michel, c'est celui de la féminisation déjà de cette table ronde, qui est par ailleurs un sujet qui m'est particulièrement cher. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite tous à rejoindre la grande démarche Femmes numérique, dont je m'occupe un petit peu. Voilà, je l'aurais placé. Et c'est important. Je vais commencer donc par me tourner vers les utilisateurs de produits et services numériques, à travers cette première séquence de cette table ronde, pour comprendre
eh bien, comment des entreprises utilisatrices en matière de cloud souverain vont pouvoir exprimer ces besoins, la façon dont ils vont pouvoir développer, appréhender ces enjeux de maîtrise de leur dépendance technologique et notamment les conséquences, que ce soit les conséquences économiques, les conséquences juridiques, les conséquences géopolitiques de ces dépendances technologiques et puis également de protection de leurs données sensibles et stratégiques, des traitements qui sont associés à ces données. Et donc pour le faire, mais je vais d'abord demander en quelques minutes, 3 minutes chacun. Donc, je vais demander à Éric Gouy, qui représente donc le groupe Pierre Fabre, de nous répondre en quelques minutes. Voilà. Alors, écoutez, le groupe Pierre Fabre, un grand laboratoire pharmaceutique français, 200 millions de consommateurs et de patients dans le monde. La particularité, c'est qu'on a subi une cyberattaque massive dans les années 2021 et que notre entreprise a été paralysée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, l'usage de la data aujourd'hui, c'est une révolution, c'est pas une transformation. On la voit, elle est en forte croissance dans notre groupe, notamment au sein de la R&D. La révolution qui se profile devant nous pour les laboratoires, c'est bien la R&D par exemple, mais on voit également cet usage dans la supply chain, la distribution, la commercialisation, la production. On sait bien que la production des médicaments en France, c'est une spécialité de notre groupe et évidemment il faut se mettre au diapason de notamment la production 4.0. Donc voilà les grands sujets qui nous occupent. Aujourd'hui, on a de gros besoins au travers du cloud, notamment parce qu'on a des besoins de stockage de données, comme tout le monde, qui explosent, mais aussi on a besoin de capacité de calcul. On parle beaucoup de stockage, mais de capacité de calcul, notamment pour faciliter l'interopérabilité des solutions SaaS que l'on utilise au quotidien. Alors, un sujet très particulier pour un laboratoire, c'est qu'on héberge des données de santé, et on héberge des données de patients, évidemment avec toutes les contraintes que ça peut impliquer en termes réglementaires. D'ailleurs, on travaille aujourd'hui avec OVH sur ces questions-là. Le sujet aussi, c'est que notre business est ouvert aux biotech. Les biotech, qu'il faut bien le dire, sont très souvent américaines d'ailleurs, avec lesquelles on échange des données, notamment en termes d'études cliniques, et tout ça se fait évidemment avec le plus de sécurité possible. Enfin, l'intelligence artificielle, on l'a dit, ça sera certainement l'avenir de la recherche pharmaceutique, et c'est déjà l'avenir de la recherche pharmaceutique, avec tous les enjeux de souveraineté dont on a parlé jusqu'à présent. Voilà un peu ce qui nous occupe aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric. Je vais me tourner vers Antoine Frac, donc qui représente le groupe Lacroix Environnement, donc membre du COMEX de Lacroix Environnement. Donc Antoine, votre perspective. Bonsoir à tous. Alors donc oui, groupe Lacroix, donc on est une ETI industrielle française. On conçoit et on fabrique des solutions électroniques de supervision de réseaux d'infrastructures critiques, d'eau, d'énergie, pour permettre à nos clients, qui sont essentiellement les collectivités locales et les acteurs privés de la gestion, Veolia, Suez, SOR, etc., de pouvoir superviser ces réseaux. On a une stratégie d'impact positif. On cherche par nos solutions à améliorer l'impact carbone de ces infrastructures critiques. Et on est engagé dans une transformation pour passer d'un modèle de fabricant de solutions électroniques vers un modèle de fourniture de solutions bout en bout, y compris logiciels, donc de supervision, et pour plus tard également de pouvoir exploiter ces données de ces réseaux d'eau, de ces réseaux d'énergie à des fins d'optimisation grâce notamment à l'intelligence artificielle. Donc on manipule des données critiques, sensibles, les données tout concitoyens, si je parle de la France, qui est notre principal marché. Et donc on a fait le choix de confiance, de Scaleway, pour pouvoir héberger ces données. On est aujourd'hui face à un double dilemme, c'est-à-dire qu'il a fallu faire un choix de réseau souverain pour pouvoir héberger ces données, puisqu'on est en face d'acteurs dans cet écosystème public de collectivités locales qui a un manque de confiance vers le cloud. J'ai même quelques anecdotes assez amusantes où le mot cloud, pour certains clients, quand on va dans des petites collectivités, on nous regarde avec des yeux ronds. Donc on a tout un enjeu, nous, déjà, d'amener ces collectivités qui aujourd'hui hébergent elles-mêmes ces données sensibles
dans leur bureau, parfois posés sur le PC sur le bureau, je l'ai vu, ça existe encore dans des petites collectivités, vers le cloud, et évidemment pour les rassurer, vers des clouds français, souverains, dans lesquels on est capable d'apporter une garantie, une sécurité, à la fois où sont positionnées les données, mais également d'indépendance, de souveraineté vis-à-vis de ces réseaux critiques, notamment sur l'eau et l'énergie, qui sont absolument nécessaires. Merci Antoine. Je me tourne donc vers Vincent Champin, qui est membre donc du COMEX de Framatome, donc qui a des enjeux de sécurité particulièrement importants pour le secteur de l'énergie, de la défense, enfin des secteurs qui sont particulièrement sensibles. Quelle est ta perspective sur ces sujets-là et comment tu envisages l'expression de ton besoin? Merci. Alors, la sécurité, c'est notre métier. Pour donner quelques ordres de grandeur, l'une des plus grosses pièces qu'on fait, c'est un générateur de vapeur. Ça pèse 500 tonnes, ça fait 35 mètres de haut. Les tolérances sont au dixième de millimètre. Et à chaque fois qu'on en livre un, on doit livrer une documentation technique qui vérifie qu'on a respecté toutes les exigences de sécurité, qui fait l'équivalent de 15 fois la recherche du temps perdu, le plus gros roman de la langue française. Et je vous assure que ce n'est pas du Proust. Donc on a beaucoup de données. Puis par rapport à ça, on a en face des besoins de calcul importants, notamment pour faire des études de sûreté, c'est-à-dire démontrer que dans aucun scénario imaginable, les pièces qu'on fournit dans les centrales nucléaires puissent avoir des problèmes. Et pendant longtemps, par exemple, Framatome a été l'un des premiers clients de Cray Computers. La simulation numérique, elle a été inventée dans le nucléaire avant d'aller dans l'automobile et l'aéronautique. Et notre dernier supercalculateur, vous le faites tourner une année pleine puissance, elle peut vous faire 4 fois ChatGPT 3.5. Donc c'est des grosses machines. Alors par rapport à ça, on a des besoins de protection. Alors notre avantage, c'est qu'on a une culture de la protection qui est assez forte, comme toutes les entreprises qui sont structurées par la circulaire qui définit la différence entre le confidentiel défense et le secret défense. Donc on a une fonction protection forte qui permet plus facilement de segmenter les données. Et donc il y a des données qui peuvent aller dans le cloud et d'autres pas. Et ça peut changer avec le temps. Par exemple, il y a 20 ans, la liste des salariés de Framatome, c'était probablement un secret d'État. Aujourd'hui, LinkedIn en sait plus sur nos salariés que la DRH de Framatome. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus dans la catégorie souveraine. Et donc par rapport à ça, ce qu'on cherche à faire, c'est à la fois de garantir des enjeux de sécurité, de garantir des enjeux de souveraineté et aussi de tenir des enjeux de coût. Et je voudrais insister sur ce dernier élément parce que c'est notamment dans notre utilisation des clouds souverains, c'est aussi quelquefois pour des enjeux de coût. On ne s'en rend pas compte, mais entre avoir son propre supercalculateur et aller sur un cloud américain pour du pur calcul, c'est un ratio de 1 à 3 en termes de coût. Entre aller vers un cloud américain qui offre tous les services et puis faire un contrat avec OVH pour utiliser de façon ciblée ce dont on a besoin, c'est aussi une source d'économie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de répondre à ces besoins. Par contre, en segmentant les besoins, et ça, c'est vrai que ça nécessite un peu de finesse technique, mais ça permet aussi d'avoir des coûts, de garantir qu'on a les bons niveaux de sécurité et d'utiliser au maximum les choix qui nous sont offerts. Merci Vincent. Donc pour répondre à tous ces besoins que 3 acteurs de 3 domaines complètement différents ont pu exprimer, il y a donc des solutions dites de confiance, en tous les cas, et qui vont tenter de le démontrer ce soir. Donc je propose d'abord à Solange Viegas dos Reis, donc qui est directrice juridique du groupe OVH, de nous expliquer comment vous mettez en place pour assurer cette confiance, pour assurer cette sécurité, pour assurer la compliance européenne de vos solutions cloud pour les groupes internationaux. Comment est-ce que vous vous êtes organisé ? Le sujet est très très vaste. Permettez-moi tout d'abord de vous rappeler un peu qui est OVH, parce que tout à l'heure Michel évoquait le fait qu'il y a un lobbying sur le fait qu'on n'a pas de solution, qu'on n'a pas d'initiative européenne, et c'est faux. Aujourd'hui, OVH, c'est 3000 salariés dans plus d'une dizaine de pays, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 44 data centers, dont la moitié en France. C'est des portefeuilles de services qui contiennent du calcul, Eric en faisait référence, du stockage, de la base de données, du cloud privé, du cloud public. Et on répond, aujourd'hui, on a un portfolio qui nous permet de répondre à 80% des produits cloud qui sont nécessaires sur le marché. Aucun fournisseur de cloud ne propose 100% des produits cloud existants.
Chaque fournisseur de cloud a son propre catalogue. Donc aujourd'hui, OVH Cloud est tout à fait bien positionné pour répondre aux besoins de ses clients, que ce soit les administrations, que ce soit les acteurs privés, des grandes, des petites entreprises, dans beaucoup de pays dans le monde, et y compris aux États-Unis, figurez-vous, où nous avons une filiale locale. Nous avons cette empreinte internationale qui est extrêmement forte chez nous. Plus de la moitié de notre chiffre d'affaires et n'est pas français, vient de clients en dehors de la France. Et pour pouvoir construire cette souveraineté, ces offres très solides que nous proposons à nos clients, nous les construisons depuis des années dans des contextes assez contraints. On a commencé à les construire à une époque où la souveraineté n'était pas encore rentrée dans tous les esprits. C'est-à-dire que chez OVH, la souveraineté, on a coutume de dire qu'elle est by design chez nous. On a construit un groupe dont la maison mère est en France, qui a ensuite des filiales dans plusieurs pays, mais avec une organisation en termes d'opération, en termes de système d'information, en termes de gouvernance, avec des critères extrêmement solides, extrêmement robustes pour justement garantir la souveraineté de nos filiales, notamment en Europe. Et aujourd'hui, ce qu'on peut proposer aux clients, justement, c'est cette protection des données. Tout à l'heure, le représentant de Framatome le disait, toutes les données ne sont pas stratégiques. Nous, ce qu'on pense essentiel, c'est que tous les clients, européens comme ailleurs, puissent cartographier leurs données, identifier ce qui est stratégique, ce qui ne l'est pas. Et nous avons des solutions. L'écosystème français a des solutions pour l'ensemble de ces données. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle de souveraineté, donc on pense aux données les plus sensibles, mais pas que. Toutes ces données-là peuvent être protégées. Et notre approche, elle est sur cette organisation avec aussi des certifications de sécurité. On parle de SecNumCloud en France, mais il y a y compris des schémas de certification, enfin des labels de certification dans d'autres pays. Il y a cette approche-là qui est effectivement essentielle, mais il y a également une autre approche de la souveraineté, qui n'est pas seulement la protection des données, qui est comment assurer une absence de dépendance. Et cette absence de dépendance, là aussi, OVH Cloud a des solutions, parce qu'on a travaillé énormément avec des solutions open source. Donc, il y a des solutions open source dit qu'on n'est pas prisonnier de solutions de modèles propriétaires. On peut transvaser plus facilement ces données d'un acteur à un autre. On est également autonome sur la réalisation de nos serveurs. Aujourd'hui, OVH, c'est 2 usines qui construisent ses propres serveurs, qui nous permettent de mieux maîtriser les circuits d'approvisionnement, de pouvoir basculer d'un pays ou l'autre quand il y a des contraintes. Donc, tout ça, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais tout ça, ce sont au moins deux des leviers qui sont extrêmement solides chez nous et qu'on défend et qu'il faut continuer à soutenir. Merci beaucoup Solange. Eh bien, même question pour vous, Dorine. Comment est-ce que vous allez prendre des engagements sur les solutions que vous pouvez mettre en place pour assurer cette confiance, cette sécurité, cette compliance européenne et finalement cette maîtrise des dépendances pour vos clients ? C'est une très bonne question et un sujet très large. Déjà, j'aimerais reprendre les mots de Madame la Ministre. Je pense que Scaleway a toutes les cartes en main pour réussir. On a des cartes en main qui sont déjà la carte du produit. C'est quelque chose que chez nous qui est développé 100% en open source. On a 0 ligne de code qui est extérieure à Scaleway. Tout est fait maison. 2/3 des scalers, donc des employés de Scaleway, sont des ingénieurs et des développeurs. Ce qui fait qu'on n'a même pas de VMware chez nous. Donc quand Broadcom décide de faire une acquisition, nous, ça nous fait rien. Et c'est le cas pour toute notre stack technique. Le but, c'est d'arriver à avancer grâce à tous ces produits, et j'ai beaucoup aimé Solange quand elle dit que aucun cloud ne répond à 100% des besoins et à 100% des produits. L'important, c'est d'avoir les produits que les clients demandent et que les clients ont besoin. On a aussi une roadmap produit qui s'adapte à nos clients. Très rapidement, notre roadmap produit va bouger pour nos clients, et il y a beaucoup de clients comme La Croix ou Hachette ou bien d'autres qu'on a accueillis chez nous, et on a bougé les roadmaps pour eux, pour leurs besoins. Ce qui est important aussi, c'est quand on parle des lois extraterritoriales. Bien sûr, on n'en est pas du tout dépendant, mais c'est aussi d'accorder une importance pour nos clients, de leur rappeler qu'est-ce que la souveraineté. Hélas, pour le moment, il n'y a pas une vraie définition de la souveraineté. Chaque personne va un petit peu adapter, et ce qui fait très mal au cœur, c'est voir des hyperscalers américains ou même chinois dire qu'ils sont souverains. Ça, c'est vraiment pour nous très compliqué à entendre. Et donc, c'est de rappeler aux clients, aux prospects, qu'est-ce que la souveraineté, qu'est-ce qu'on entend par la souveraineté, sans langue de bois, et vraiment avoir aussi un petit peu cette éducation derrière.
Chez nous, chez Scaleway, il faut rappeler tout de même qu'on est présent dans plus de 60 pays, qu'on répond à divers besoins, que ce soit de l'IA, du serveur dédié, du cloud, et on arrive à s'adapter grâce à un réseau de partenariats. Et je pense que ça, c'est très important, c'est quand on voit Scaleway, on voit aussi un réseau de partenaires. Nous ne sommes pas seuls, et ça c'est très important de le dire, c'est qu'on va compter sur tous nos partenaires pour aider nos clients. On parle en ce moment, et je pense que c'est le cas pour plein de personnes dans cette salle, de beaucoup de migration. On répond à énormément de personnes qui veulent migrer vers chez nous. On les accompagne. Ce qui est très important, c'est d'avoir confiance dans ce nouveau cloud provider souverain, les accompagner dans ce changement, parce que le changement, l'humain, il l'aime pas énormément. Donc c'est pouvoir compter sur ce nouveau cloud provider, revenir aux bases de la confiance et venir aussi avec un réseau de partenaires. Et c'est comme ça qu'on engage. Merci beaucoup, Doreen. Merci. Donc, même question pour toi, Philippe, sur la façon dont Outscale, dont tu es le CEO, se positionne sur ces sujets de la confiance et de la maîtrise des dépendances technologiques. Bonjour à tous. Oui, alors Outscale, donc nous on a la chance d'être une marque de Dassault Systèmes et donc on est opérateur des plateformes Dassault Systèmes et donc notre premier métier c'est que on opère pour Dassault Systèmes qui est le leader mondial des jumeaux virtuels et on accompagne 350 000 clients dans le monde. Donc on a aujourd'hui une couverture mondiale. Donc ça c'est notre premier métier. Et Outscale est né en 2010 avec l'idée d'avoir un cloud souverain et donc la souveraineté numérique est au cœur de la stratégie d'Outscale. Et on a développé donc une offre de cloud souveraine pour la France et l'Europe avec un certain nombre d'éléments. Le premier élément, Scaleway l'a redit, être indépendant technologiquement des Américains. Et donc nous, aujourd'hui, notre orchestrateur hyperviseur a aussi été développé de façon open source. Donc ça, c'est un différenciateur très fort et on a une totale indépendance technologique. Donc on peut prendre n'importe quelle infrastructure. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a développé un écosystème important de partenaires. Au premier lieu, avec NewSpot, on a créé une joint venture avec DocaPost, la Caisse des dépôts, Bouygues Télécom, pour avoir aujourd'hui une plateforme de bout en bout et donc de fournir les solutions SaaS, PaaS pour nos clients. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important et NewSpot vient d'annoncer sa plateforme il y a quelques jours. Et on a aujourd'hui une marketplace qui permet d'avoir un véhicule pour tout ce qui est secteur public. Notre premier marché aujourd'hui, c'est le secteur public, c'est la finance, c'est les EIV, et aujourd'hui, c'est ce qui se développe. Et Michel l'a rappelé, parce que je pense que c'est un point extrêmement important, si aujourd'hui, on pense que on a 10 ou 20% de ce business qui peut arriver dans la partie souveraineté numérique pour les cloud providers. On a largement, en tout cas, de quoi se développer. Donc ça, c'est je pense, un point absolument fondamental. La complémentarité, l'hybridation, aujourd'hui, on ne pourra pas remplacer complètement les hyperscalers, mais on a absolument tous les attributs pour pouvoir opérer des données sensibles, des applications clés. Et donc voilà. Et donc je crois qu'Henri. Merci Philippe. Je vois l'heure qui tourne. Et donc nous allons devoir conclure cette table ronde. Et donc je vais vous proposer chacun en 1 minute. Vous avez la chance d'avoir Madame la Ministre qui va vous écouter. Et donc nous allons chacun, vous allez chacun de vous, lui faire votre recommandation, celle qui vous paraît être la recommandation phare pour faire en sorte que l'État puisse favoriser des politiques publiques cohérentes de souveraineté numérique et en particulier sur le cloud. Vous n'avez pas tous les jours cette chance, allez-y. Donc je propose à Vincent de commencer. Vas-y à toi, ta proposition phare. 1 minute. Écoutez, très simplement, donnez-nous le choix. Donnez-nous 2 choix. Le premier choix, c'est des produits de qualité et compétitifs. La souveraineté, ça ne doit pas être le synonyme de payer plus cher des choses qui ne marchent pas. Et le deuxième point, l'antitrust, parce qu'il y a un certain nombre de beaux sujets à regarder dans le domaine. On a parlé de VMware, mais il y en a d'autres. Absolument, on est bien d'accord. Philippe, à toi. Alors, nous, ce qu'on se demande, c'est des preuves d'amour. Et ce qu'on veut, c'est que le code des marchés publics soit adapté et soit aligné avec l'ensemble, je dirais, de la communauté internationale et que pour des sujets dits sensibles, aujourd'hui, il n'y ait pas d'autre choix que de choisir européen. Voilà. Merci. Allez. Doreen.
Merci. Madame la Ministre, vous connaissez très bien le groupe Scaleway, le groupe Iliad dont on fait partie. Ce que nous aimerions, c'est vraiment avoir une vraie régulation et aussi avoir une vraie définition de la souveraineté et que les hyperscalers américains ou chinois ne puissent plus dire le mot « je suis souverain européen, souverain français », que ça soit interdit. C'est quelque chose qui nous bloque au quotidien. Merci. Merci. Allez Antoine. Madame la Ministre, moi je formulerai cette demande autour de la confiance. D'une part, aidez-nous à donner confiance à nos acteurs français et européens de cloud souverain auprès des collectivités. Aujourd'hui, il y a un travail énorme à faire pour flécher les budgets vers le cloud. Aujourd'hui, tous ces budgets qui arrivent dans les collectivités locales, par exemple pour la gestion et l'exploitation des réseaux d'eau ou d'éclairage public, ils les investissent pour acheter leurs propres serveurs au niveau local. Et c'est la réalité. Alors, c'est pas le cas de tous, mais en tout cas les petits. Aidez-nous à donner confiance et à flécher ces budgets vers nos clouds français, tout simplement. Voilà. Merci. Éric Gouy. Alors, Madame la Ministre, on a beaucoup parlé aujourd'hui de régulation. On sait que c'est absolument nécessaire, mais il faut évidemment soutenir l'innovation. Le succès des grands Américains ou d'autres, c'est l'innovation. Et c'est ce qui fait la différence pour les groupes industriels notamment. Et c'est important. Et notamment, ce qui est important, c'est le partenariat de ces providers de cloud avec les grands éditeurs. Parce qu'il n'y a pas de succès sans partenariat de ce type. Merci beaucoup. Et vous, Solange, pour le groupe OVH? Alors beaucoup de choses ont déjà été dites, donc c'est difficile de pas répéter. Bien évidemment, je veille tout ce qui vient d'être dit, mais permettez-nous d'investir avec nos fonds propres. Comme l'a dit Michel, on ne veut pas des subventions, on veut des fonds propres, donc c'est-à-dire qu'on veut des clients. On veut pouvoir investir en France sur nos équipes qui font de l'innovation, en Europe aussi, et que l'on puisse investir d'une manière productive. On reste dans l'écosystème, on paye nos impôts, on va créer des compétences, des talents qui vont rester en Europe, qui vont venir vous nourrir encore cet écosystème. Donc permettez-nous d'investir d'une manière la plus vertueuse possible pour nourrir cet écosystème. Merci Solange. Donc, ce que j'aurais tendance à retenir, si vous me permettez d'essayer de récapituler, c'est il y a besoin de clients. Donc, encore faut-il qu'il y ait une incitation pour les clients à aller vers des solutions qui soient effectivement de confiance. Il ne peut pas y avoir de stratégie souveraine en matière de cloud sans une action conjointe des acteurs publics, des fournisseurs de technologies européens et des utilisateurs stratégiques. Je crois que, en fait, c'est un petit peu le projet. Je crois à un moment de se mettre autour de la table et de voir effectivement comment on fait pour que ces acteurs technologiques, ces fournisseurs technologiques de cloud puissent avoir plus de clients et comment on va les inciter à venir vers vos offres. C'est le projet, c'est notre projet. Merci. Je crois que je suis en train de trouver une nouvelle mission après mon départ d'un acteur de cloud, donc secteur passionnant. Alors, on a vu plutôt des illustrations dans le privé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parle du secteur public. Et à ce titre, donc, la deuxième table ronde, elle, c'est le déploiement des solutions souveraines par le secteur public. Et j'invite Stéphanie Chaher à venir ici, qui va parler de la doctrine cloud de l'État, mais également Sébastien Soriano, le président de l'IGN, Laurent Robillard de l'AIFE et François Adam de la DAE. Merci à eux. Et à elle, pardon. Désolé, Stéphanie. Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir à tous. Donc en effet, je pense que la transition était toute trouvée avec les conclusions d'Henri Desgrains sur la façon dont on anime finalement et on répond côté secteur public à cette ambition de davantage de souveraineté, notamment quand on parle d'hébergement. C'est un sujet d'ailleurs qu'on a pu évoquer à large échelle il n'y a pas si longtemps que ça, puisque à Ségur, nous avons réuni l'État dans les nuages. Vous étiez plus de 400 à venir ce jour-là échanger sur justement les freins, les opportunités
Et cet élan que nous avons, puisque les chiffres sont plutôt porteurs de l'adoption du cloud au sein de l'État, on voit qu'en 2 ans, on est passé d'un événement annuel à 100 personnes, plus de 400 personnes, où ça se joue à guichet fermé, puisque nous avions davantage de participants qui souhaitaient y participer. Avec le sommet IA, la nécessité aussi d'avoir des capacités de calcul accessibles, c'est sûr que le sujet des infrastructures, également pour l'État, il est revenu de façon très prioritaire, avec cette nécessité d'une grande maîtrise. Le contexte géopolitique nous y oblige. On va tout de suite pouvoir partager avec les intervenants qui sont autour de moi autour de la façon dont on s'approprie le cloud au sein de l'État, mais peut-être quelques rappels, puisque le sujet de la souveraineté, il s'est décliné au sein de l'État avec des règles, et finalement on est assez prescriptif au sein de l'État en matière de cloud, puisque on a dès 2021 adopté une stratégie en la matière, mettant déjà comme priorité de passer au cloud, parce qu'avant de se poser la question du cloud souverain, c'est d'utiliser pleinement ces nouvelles technologies qui apportent de l'agilité, de transformation numérique finalement de la façon dont on développe les projets, et qui est essentiel pour réussir le numérique de l'État et apporter pleinement ce que peut apporter le numérique aux politiques publiques. Donc ça s'est fait en 2021, et quand on passe au cloud, bien sûr, au sein de l'État, on traite de données particulièrement sensibles. On est sensible aussi aux questions de lois extraterritoriales qui ont été rappelées par les participants qui sont intervenus précédemment. Et c'est la raison pour laquelle on a identifié que pour certaines données, dans certaines conditions, il fallait recourir à une offre qui était davantage sécurisée avec le label de l'ANSSI. Donc, c'est la qualification SecNum Cloud qui a été rappelée tout à l'heure. On est fiers déjà d'avoir 4 offres en France, et d'ailleurs, beaucoup sont en train d'être qualifiés. Donc ça, c'est important d'avoir une diversité pour pouvoir y répondre. Et ensuite, bien sûr, vient la question des chiffres. Où en sommes-nous aujourd'hui au sein de l'État ? Les chiffres, c'est 140 millions d'euros dépensés à ce jour en matière de cloud, et 65% captés par l'offre française. Donc c'est quelque chose d'important, parce qu'on ne retrouve pas ces chiffres dans d'autres États membres qui n'ont pas, comme nous, été précurseurs en mettant en place ces labels et en ayant cette politique finalement assez prescriptive quand on parle de l'État. Il y a aussi une croissance, donc ça c'est important, parce que 140 millions, ça reste quand même un peu modeste par rapport au coût des hébergements classiques, tels qu'on les connaît, ça a été dit tout à l'heure, mais ça croît, et 50% l'année dernière, ça montre qu'on est sur une tendance plutôt exponentielle, et c'est des journées comme celle du 18 mars qui nous permettent aussi de lever l'ensemble des freins. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est d'aller au-delà, de continuer à soutenir cette offre diversifiée par la commande publique dès l'instant où ça se justifie avec les données sensibles que nous pouvons avoir à traiter au sein de l'État. Et avec la table ronde que nous avons ce soir, nous permettre d'échanger sur la façon dont certains acteurs, comme l'IGN et l'AIFE, se sont déjà emparés de la technologie cloud, et comment ça a pu transformer également leur façon de mener à bien les projets numériques, chacun au service de leur propre politique publique. Mais peut-être commencer par une intervention de François Adin de la direction des achats de l'État, avec qui la DINUM travaille main dans la main pour identifier quels sont les leviers aujourd'hui pour aller davantage vers la souveraineté numérique, tout en maniant ce code de la commande publique qui a été cité à plusieurs reprises ce soir. François. Merci Stéphanie. Peut-être je veux replacer le sujet de l'hébergement des données dont tu as parlé dans le cadre un peu plus général des achats numériques de l'État. Ces achats, c'est environ 4 milliards d'euros par an, de tout compris, donc infrastructure, matériel, réseau, développement et hébergement. Alors peut-être trois idées. D'abord, en matière de souveraineté, on ne part pas de rien. On a déjà un certain nombre de leviers, encore faut-il les utiliser de manière systématique. Et ensuite, on a des perspectives qui sont devant nous et liées notamment aux négociations européennes qui s'amorcent. Alors, on ne part pas de rien. Je pense que ça mérite d'être rappelé. Tout à l'heure, un certain nombre de décisions récentes d'acteurs publics ont pu être critiquées. Micro, oui, pardon. Quelques décisions récentes d'acteurs publics ont pu être critiquées. Je crois qu'il faut quand même rappeler que les entreprises françaises dans le numérique et l'informatique sont
parmi nos très importants fournisseurs. Le premier fournisseur de l'État en matière numérique, c'est un grand groupe français qui était, tous segments d'achat confondus, le 6e fournisseur de l'État en 2024 et le 5e en 2023. Et plusieurs autres groupes sont dans les 30 ou 50 premiers fournisseurs de l'État. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, on voit bien les faiblesses sur un certain nombre de sujets, notamment les logiciels, un certain nombre de catégories de matériel, mais je pense que c'est important de rappeler que l'écosystème du numérique en France bénéficie de la commande publique. Et c'est vrai d'ailleurs aussi sur l'innovation, plus de 1300 start-up, essentiellement françaises, ont bénéficié de commandes de l'État en 2024, grâce notamment à tout le travail qui a été mené au cours des dernières années par la mission French Tech en lien avec tous les services acheteurs de l'État. Donc ça, c'est le point de départ, en ayant conscience de tous les progrès à réaliser pour intégrer davantage les enjeux de souveraineté. Car il faut le reconnaître, on est avec un cadre européen de la commande publique qui, hors le champ de la défense, n'a pas été vraiment conçu pour traiter de manière systématique les sujets de souveraineté. Voilà notre point de départ. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dès aujourd'hui un certain nombre de leviers qu'on peut activer et qui sont dans la main de tous les acheteurs publics et notamment en matière de numérique. D'abord, il y a des leviers importants lors de la définition des besoins. Je pense que c'est un point absolument majeur. Quand on choisit ce qu'on va acheter, on présuppose un certain nombre de choses qui auront des conséquences ensuite sur l'entreprise qui sera in fine sélectionnée. Quand on définit les modalités d'hébergement, quand on fait le choix de recourir à des logiciels libres plutôt qu'à des logiciels propriétaires, in fine, ça a des conséquences sur la procédure qu'on mènera ou pas et sur les entreprises. Il faut aussi, et c'est un point essentiel, avoir une bonne connaissance du tissu économique et donc des offres françaises qui existent. Tout à l'heure était évoquée l'idée de multiplier des relations à haut niveau pour présenter l'offre française existante. Je crois que c'est effectivement un sujet extrêmement important car on conçoit bien une procédure d'achat quand on a une connaissance des entreprises qui effectivement pourront répondre et je crois que c'est un point absolument majeur. Il faut aussi noter dans le champ notamment des acquisitions de logiciels qu'on a un certain nombre d'offres de centrales d'achat publiques ou de marchés de distribution de logiciels qui en pratique donnent une marge de manœuvre assez importante aux acheteurs publics pour choisir tel ou tel éditeur. Et donc, dans ce cadre, il y a des possibilités, notamment de se tourner évidemment vers des éditeurs français ou européens. Et enfin, autre levier qui existe depuis un certain nombre d'années dans le Code de la commande publique et qui n'est pas suffisamment utilisé, c'est la possibilité, lorsque la sécurité des données l'exige, d'imposer la localisation des moyens d'exécution d'un marché dans l'Union européenne. Alors c'est évidemment le cas à travers la doctrine SecNumCloud pour l'hébergement des données, mais cette disposition peut aussi être utilisée dans d'autres champs, par exemple pour des activités de maintenance ou de développement informatique. Et nous pensons qu'elle n'est pas suffisamment mobilisée alors que c'est un outil existant. Donc un certain nombre de leviers et on va donc tourner nos efforts avec l'ensemble des ministères pour qu'ils soient utilisés plus systématiquement. Mais reconnaissons que ça ne suffira pas à répondre à tous les enjeux. Et donc devant nous, il y a clairement la perspective d'inflexion, d'évolution du droit européen. Et le gouvernement et plusieurs interventions officielles récentes l'ont confirmé, souhaitent qu'une préférence européenne explicite puisse être introduite au sein du droit européen de la commande publique. C'est un sujet qui émerge dans les travaux de préparation technique qui sont actuellement en cours et nous avons bien sûr le souhait que ça puisse être concrétisé juridiquement le plus rapidement possible, sachant que dans ce cadre, et ça a été évoqué par d'autres intervenants, la question de la définition de la souveraineté devra être précisée. On voit que c'est un concept qui en réalité repose sur différents facteurs. Il y a des sujets sur la localisation, par exemple, de l'hébergement des données, sur l'endroit où sont les salariés, mais aussi sur le contrôle des entreprises, sur les relations commerciales, sur la portée des lois extraterritoriales, des sujets qu'il faudra inscrire dans le droit de manière extrêmement précise, parce que c'est vrai que la contrainte du droit de la commande publique, c'est qu'on est dans un cadre juridique qui s'impose et qui donc suppose des concepts très clairement définis. Merci beaucoup François sur ce panorama des solutions existantes et qui montre que au sein de la sphère publique, on donne quelques outils et les chiffres sur le cloud démontrent que on arrive à flécher, comme c'est le cas ici,
avec un cadre qui a été défini en commun. Donc peut-être maintenant, si on se plonge sur des acteurs comme l'AIFE ou l'IGN, qui traitent aussi de données sensibles et avec des impératifs de souveraineté, peut-être Laurent et ensuite Sébastien, vous pouvez nous expliquer comment cette transformation du cloud a pu se faire chez l'un comme chez l'autre, et en s'appuyant notamment sur tout cet écosystème riche que nous avons en France. Bonsoir. Donc l'AIFE, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un service à compétence nationale qui dépend du ministère des Comptes publics. On a été créé en 2005 pour développer le système Chorus, que vous devez connaître, qui gère le budget de l'État. Donc depuis, on a fait bien d'autres produits, mais le projet phare du moment chez nous, c'est le projet de facturation électronique interentreprise, qu'on a démarré en 2022 et qui est aujourd'hui en déploiement, en phase pilote, et qui va continuer à se déployer en 2026. Donc en 2022, quand on a défini un peu les exigences de la solution, on voulait donc mettre en œuvre la politique cloud au centre définie par l'État, et les données qu'on gère dans le cadre de ce projet sont sensibles. Et donc on partait sur une solution SecNumCloud. Et on avait des exigences assez fortes de disponibilité et de performance qui faisaient qu'on voulait avoir 3 data centers SecNumCloud pour pouvoir avoir en cas d'indisponibilité d'un des data centers rester à 100% de puissance sur les 2 data centers restants. Donc le choix s'est porté vers la solution OVH, SecNumCloud, et on voulait une solution qui soit mixte, virtualisée et non virtualisée. Et à l'occasion de ce projet, avec OVH, on a été le projet pilote pour qualifier l'offre bare metal de SecNumCloud d'OVH, ce qui a été réalisé là, très récemment, en février. Et on est aujourd'hui en phase de déploiement de cette nouvelle solution pour le projet PPF, projet de facturation électronique. Donc voilà rapidement. On a à l'occasion aussi de la mise en place de ce projet de facturation électronique migré une solution un portail de management API qui était installé dans nos data centers. On l'a migré aussi dans l'offre cloud SecNumCloud d'OVH pour répondre aux exigences du projet de facturation électronique. Merci beaucoup Laurent. Sébastien, s'agissant de l'IGN, je sais que l'IGN a pris aussi le tournant du cloud il y a maintenant quelques années. Oui, l'enjeu pour nous sur le cloud, c'est effectivement au-delà évidemment du fait que nous suivons avec grande attention les directives ministérielles qui nous demandent d'aller sur le cloud. C'est aussi un enjeu de passage à l'échelle. C'est-à-dire que l'IGN, c'est un opérateur de données. Les bonnes vieilles cartes de randonnée, bon, on en fait encore, mais on fait surtout de la donnée. Et donc, on a un enjeu d'héberger plus de 700 téras de données et de la diffuser. Parce que la donnée, elle est utilisée non seulement par les entreprises, par les citoyens, mais c'est un enjeu majeur de transformation de l'action publique. Avec de la bonne donnée, on peut faire des meilleures politiques de santé, on peut faire des meilleures politiques éducatives, on peut faire des meilleures prévisions budgétaires, enfin, on peut faire plein de choses avec des bonnes données qu'on ne fait pas si on n'a pas ces bonnes données. Et donc, nous, on avait besoin d'une infrastructure qui nous permette de passer à l'échelle, puisque la donnée géographique, elle se sophistique de plus en plus, la connaissance du territoire devient de plus en plus précise, parce qu'on a des sources de données, LIDAR, des vues satellites aériennes de plus en plus précises, donc le stockage double à peu près tous les 3 ans, et donc on a besoin de diffuser cette donnée de manière puissante. Et donc quand on a construit cette infrastructure de diffusion qui s'appelle la géoplateforme, qui est opérationnelle aujourd'hui, donc quand vous allez sur l'application carte IGN ou quand vous allez sur le géoportail, vous êtes sur la géoplateforme d'ores et déjà. Donc cette infrastructure, on l'a construit après un appel d'offres, on est passé par l'UGAP, et donc on avait le choix entre 3 offres, qui étaient en l'occurrence, sans les citer, Amazon, Microsoft et OVH. Et donc moi, l'instruction que j'ai donnée à mes équipes, c'est de choisir la meilleure solution. Et donc la meilleure solution, c'est OVH. Et donc on n'a évidemment jamais regretté ce choix. Pour en donner quelques éléments qui nous ont particulièrement intéressés, le côté hybride entre les solutions de cloud public et de cloud privé.
qui nous a offert des fonctionnalités avancées. Le fait qu'on ait un suivi personnalisé dans le run pour suivre les différents enjeux, parce qu'évidemment, comme tout bon projet, des fois ça se passe pas comme prévu. Des enjeux d'adaptation sur les seuils des containers, bon, faut pas m'en demander trop, en stockage objet, une expertise sur la sécurité, et puis surtout, moi, ce que j'ai le plus apprécié, et c'est finalement le sujet central de cette question de la souveraineté numérique, c'est le travail en écosystème. C'est-à-dire que OVH est intégré dans un écosystème d'acteurs. Et nous, quand on a développé cette infrastructure, on faisait appel à un certain nombre d'entreprises qui l'ont développée, qui connaissaient déjà OVH, qui savaient travailler avec elle. Voilà. Et donc ça, c'était un aspect essentiel pour nous. Peut-être quelques mots de la DINUM aussi, qui héberge elle-même des applicatifs. En fait, la DINUM héberge à la fois sur du cloud interministériel, puisque nous avons des instances de cloud interne. C'est le cas de la messagerie instantanée de CHAP, mais on utilise aussi les services d'OVH, les services d'Outscale. Récemment, quand il a fallu pouvoir apporter de l'intelligence artificielle au plus proche des administrations, à un moment où il y avait encore assez peu de cartes graphiques et où nos clouds internes ne sont pas prêts pour s'équiper de cartes graphiques, mais on a pu faire appel aux solutions d'Outscale avec des cartes graphiques en zone SecNumérique. C'est ça qui permet d'apporter le service Albert API qui sert un grand nombre d'administrations, leur abaisse la barrière technologique et permet d'accélérer aussi l'appréhension de l'IA là où ça peut apporter aux administrations. Par rapport à ces témoignages, je pense que pour la sphère publique, je représente avec ma casquette d'INUM, on a ce sujet aussi qui est essentiel de réversibilité et d'interopérabilité, parce que avec le cloud, on vient finalement sortir des données qui étaient sur des serveurs internes vers l'extérieur, mais et comme ça a été dit par nombreux intervenants, on veut pouvoir continuer à garder le choix, pas être dépendant d'un seul acteur, pouvoir passer de l'un comme chez l'un comme chez l'autre, et ça, ce ne sera possible que si on a une réelle réversibilité et de l'interopérabilité entre les solutions. Je pense dans ce sujet de souveraineté numérique, c'est un point très important et c'est la raison pour laquelle la DINUM a enclenché depuis le début de l'année, et je remercie l'ensemble des participants qui ont commencé à travailler avec nous sur ces travaux. On retrouve quasiment tous les cloud providers français, mais aussi nos internes de PI et Nubo, les clouds ministériels du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Économie, pour faire en sorte que, comme ça a été décrit, ces couches libres qu'on adopte les uns les autres soient les plus interopérables possibles et qu'on construise finalement cette Eurostack, appelée de CV au niveau européen, mais qui est, on pense, atteignable, et si on arrive à s'aligner sur les mêmes standards, de fait, on arrive sur de l'interopérabilité et du standard de fait qui se construit pas à pas. Donc c'est vraiment le vœu que je formule pour qu'on puisse aussi accélérer au niveau de l'État pour accéder au cloud, lever ces dernières craintes et faire en sorte qu'on puisse, que ce soit pour des questions de résilience, de réversibilité, pouvoir utiliser toute la palette des solutions SecNum, mais aussi internes qui peuvent exister au sein de l'État. Un grand merci à vous trois d'avoir participé et d'avoir partagé vos témoignages. Merci beaucoup, merci. Comme je l'avais dit, l'exemplarité de l'État aujourd'hui est clé. Et donc, ces témoignages étaient fort intéressants. On va terminer par la dernière table ronde, dépendance et souveraineté numérique. Donc, connaît-on aujourd'hui nos dépendances, et en particulier nos dépendances critiques? Quelles sont les solutions pour réduire nos dépendances? Et j'invite Jean-Noël Desgalzins, le président d'Exatrust, qui va être l'animateur de la table ronde, ainsi que Bruno Sportis de l'INRIA, Yann Lechel de Probalb, Audrey Herblin-Stop de Mistral AI, Artificial Intelligence, et Valérian Gies de Candela, du Quantique. Eh bien, merci à tous. Il nous revient l'honneur de, on dit jamais 203, donc d'entamer cette troisième table ronde. Alors d'abord, je ne peux pas m'empêcher de me dire, en voyant ce que je viens de voir pendant quelques minutes, que finalement, le cloud souverain a été déclaré mort il y a encore peu, et finalement, il est encore bien vivant.
Et ça, finalement, c'est rassurant. Alors, on dit souvent qu'il y a des batailles qui sont déjà perdues. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, la bataille ne fait que commencer et on est tous là. Déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on parle beaucoup de souveraineté. C'est difficile de parler de souveraineté quand on ne maîtrise pas la sécurité et quand on ne protège pas et quand on ne possède pas ces données. D'où l'importance du cloud, des usines numériques, des infrastructures numériques et l'importance de la cybersécurité. Après ce que j'ai entendu la table ronde avant, je voudrais aussi dire quelque chose. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se tourner vers l'État, à parler de la commande publique, à dire qu'il faut plus d'argent pour investir dans les startups, à parler d'innovation. Je pense que ce que l'on gagnera aussi à pouvoir faire réussir nos entreprises, nos startups et tout notre secteur de l'industrie du numérique, eh bien, c'est pouvoir à nouveau nous-mêmes, les entrepreneurs, les industriels, investir dans cet effort et ne plus demander à l'État de le supporter. C'est une question de taille critique et plus le secteur industriel, privé, dans ces domaines de la technologie seront forts, plus nous aurons de l'investissement et de la capacité à développer notre propre industrie de la souveraineté, autour de la souveraineté. Alors, on a parlé de legacy, on a parlé de cloud, parlé un petit peu de cybersécurité. On va maintenant parler aussi des nouvelles technologies, ces nouveaux domaines sur lesquels il y a moins de legacy et il y a des parts de marché à prendre, des différenciateurs à construire et une industrie à entraîner certainement. Et donc, on va parler peut-être des dépendances, de cette notion de dépendance. Et alors, j'aurai deux petites questions. Alors, je ne suis pas non plus un présentateur professionnel, hein, comme Henri. Et en plus, Henri place la barre très haut. Il a un sourire magnifique. Donc, j'ai deux questions et je vais vous proposer à chacun d'y répondre, en commençant par vous, si vous voulez bien. Comment connaît-on, au fond, aujourd'hui, nos dépendances? Quelles sont les dépendances que vous rencontrez aujourd'hui? Et ensuite, lesquelles sont critiques et lesquelles peut-être peuvent être outrepassées, passées? Et ensuite, ma deuxième question, dans le même ordre d'idée, c'est quelles sont peut-être les solutions qu'on va devoir appliquer, on va chacun y répondre, pour réduire cette dépendance. C'est une question difficile. La première, peut-être avant de rentrer dans les dépendances, je pense que la première chose à dire, c'est que si on n'était pas convaincu du fait qu'on pouvait s'en sortir indépendamment de ces dépendances et qu'on pouvait avoir des ressources, on n'aurait pas lancé cette aventure. Donc le premier message que j'ai, c'est quand même un message d'optimisme et de volontarisme et de se dire que indépendamment de ces dépendances-là, il y a vraiment des poches de succès et des poches d'excellence en France et en Europe qui nous permettent de mener ce combat-là. Alors, est-ce qu'il y a des dépendances? Oui, il y a des dépendances. Et quand on prend la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle générative, il y en a un certain nombre. Et il y a aussi des moyens de les surmonter. J'insisterai d'abord sur les points où on n'a pas de dépendance. Le premier point sur lequel on n'a pas de dépendance, c'est les talents. On a la chance d'avoir une excellence en matière de recherche dans ce domaine en France et particulièrement à Paris. C'est pas pour rien que les grandes entreprises américaines ont installé des labs ici. Donc les talents, on les a. Et donc il faut d'abord capitaliser sur nos forces. Et effectivement, on a d'abord les talents. Le deuxième point sur lequel on peut continuer à avancer. On le disait, il y a un sujet sur les infrastructures. On peut être dans une certaine mesure dépendant des infrastructures. Maintenant, il y a plein d'initiatives qui sont en cours et donc on sait qu'on va pouvoir continuer à avancer. Nous, on a notamment sur le déploiement monté tout de suite un partenariat avec Hotscale pour effectivement permettre aussi à nos clients de pouvoir déployer nos solutions sur du SecNum Cloud. Après, c'est vrai qu'il y a des dépendances. Il y a des dépendances
dépendance très forte vis-à-vis des États-Unis. Il y a des dépendances sur les puces, et les puces, elles sont essentielles quand on veut entraîner des modèles. Il y a des dépendances effectivement sur les grands clusters et donc sur la capacité de calcul. Et en même temps, ça se résout. Nous, on a lancé notre premier cluster et c'est un investissement qui est extrêmement significatif, mais c'est possible. Et on a eu beaucoup de soutien de plein d'acteurs et notamment le soutien de la DGE que je remercie à nouveau ici parce que ça nécessite aussi beaucoup de travail d'accompagnement pour un acteur de pouvoir se lancer dans des projets comme ça. Et puis, il y a les dépendances, effectivement, sur le déploiement des solutions et donc sur comment on fait en sorte que les clients nous choisissent, nous, et choisissent, ou en tout cas, de la liberté de choix au moment où ils décident d'implémenter l'IA chez eux. Et ça, ça a été beaucoup mentionné par Michel Paulin au début, mais il y a cette idée de liberté. Le but, il n'est pas de se dire on fait du 100% français, on met du bleu, blanc, rouge partout. C'est pas ça qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients puissent avoir la liberté de choisir du Mistral parce qu'on est meilleur ou du Mistral parce qu'à un moment on les aide dans leur recherche de souveraineté ou d'autonomie stratégique, mais qu'on puisse le faire sur toute la chaîne. Parce que si nos clients ils disent moi je veux du Mistral parce que c'est super, c'est français, mais qu'à la fin quand ils déploient ils aient le choix qu'entre des acteurs américains, en fait on remplit pas le contrat. Donc c'est comment on arrive à mettre effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur en route. Et puis après sur les éléments qui avancent, on a eu effectivement pendant des années beaucoup de dialogues et il y a un changement qui arrive. Nous, on est ravis de voir effectivement du passage de l'ambition à l'action et c'est ça qui est important pour nous quand on est une start-up qui est en train de scaler. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir des calendriers qui sont très courts. Un calendrier à 3 ans ou à 5 ans, pour nous, c'est trop long. Donc on a besoin de voir ces investissements dans les infrastructures européennes et puis on a besoin de voir la mobilisation de tout l'écosystème pour adopter nos solutions. Et donc ça veut dire aussi la mobilisation de l'État effectivement sur les sujets de commande publique qui ont été mentionnés avant, et puis la mobilisation du monde de l'économie parce que les clients c'est les entreprises et c'est grâce à eux qu'on arrivera à avancer. Merci. Et donc, on n'en a pas forcément parlé tout à l'heure avec Michel, mais ils sont bien présents dans le futur CSF, donc dans une semaine. C'est les logiciels libres. Yann, tu veux peut-être... il y a une approche particulière dans ce que tu fais. Alors, peut-être pour la deuxième question, dans les solutions, mais en tout cas sur la question des dépendances. Moi qui suis entrepreneur depuis 25 ans, je constate qu'en réalité, notre souveraineté numérique, parce que c'est quand même une question de définition, c'est très important, est proche de zéro. Et on parlait justement que la commande publique était de l'ordre de 65%, ce qui est tout à fait remarquable dans cette quantité d'achats, mais ça représente 100 millions peu ou prou, ce qui représente 1% peut-être des achats pour la partie publique. Sauf que la partie privée, elle, est probablement bien en dessous. Donc cette question de dépendance, cette question de mesure de souveraineté numérique est probablement de l'ordre de moins de 1%. Or, il me semble que l'objectif à atteindre, ce serait l'équivalent du PIB relatif de la France, c'est-à-dire 3%. Soyons fous, passons à 3%. Mais ça, c'est pour la question française. La question européenne, et je la repose à la DINUM, combien d'achats faisons-nous par rapport à la technologie européenne? Elle devrait être de 20%. Ça, c'est l'autre challenge, c'est-à-dire qu'on doit exiger de nous-mêmes, en France, ce que l'on exige des autres pays européens, et qu'il y ait cet ensemble harmonieux qui corresponde à la ligne de flottaison qui est notre PIB relatif. PIB français, 3%, PIB européen, 20%. Or, on est loin du compte. La bonne nouvelle, puisqu'on est proche de zéro en souveraineté numérique, c'est qu'on ne peut aller que vers le haut. C'est la bonne nouvelle. Quoique, parce que Michel le sait très bien, en 2022, les hyperscalers ont capté 80% de la croissance du cloud européen. Ce qui veut dire que si on ne fait pas quelque chose de radical, et j'en reviendrai à la solution, on risque de s'enfoncer encore plus. Parce que les Américains ne s'arrêtent pas, eux, d'être innovants, d'utiliser la notion de solution souveraine qui, évidemment, confond l'acheteur. Donc, évidemment, eux ne vont pas s'arrêter, puisque nous ne sommes ni la Chine ni la Russie. On ne va pas bloquer les Américains, ils ont des solutions tout à fait pertinentes. Une multinationale a tout intérêt de travailler avec un Américain, ça fait du sens. Donc, premier constat, nous sommes loin du compte. La dynamique n'est pas bonne, elle est plutôt sur la pente descendante. Alors, les conditions aujourd'hui sont merveilleuses. Merci Trump, peut-être. En réalité, ici, je pense que nous sommes tous capables de créer un mouvement, un changement de dynamique majeur pour rattraper, non pas ce retard, mais ce
positionnée dans la bonne dynamique qui, elle, va vers l'ascendant de 1 à 3% pour la France, ce qui serait absolument merveilleux. Imaginez que les OVH triplent leur chiffre d'affaires. Et autres. Donc Scaleway, bien évidemment, mais la croissance est là. On est sur une industrie qui est extrêmement dynamique. La demande est là, sauf qu'il faut réorienter. Donc les pouvoirs publics ont une certaine capacité d'orientation, mais on doit aussi comprendre les enjeux, les mesurer. Donc je choisis la French Tech, pour moi, est un instrument essentiel que l'on doit soutenir, et les acteurs privés qui font partie de ce dispositif doivent être transparents. Parce que si on ne mesure pas, on ne doit pas pouvoir mesurer l'enjeu qui est devant nous. Dans un deuxième élément de réponse par rapport à cette problématique, et je ne vois pas ici beaucoup de fonds d'investissement. En réalité, ce soir, ne sont pas présents les fonds d'investissement qui, eux, copient le modèle néolibéral américain de la Silicon Valley. Même. Or, si on ne crée pas les conditions qui vont jusqu'à un marché endogène d'exit, alors toutes nos pépites vont se faire consolider aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'on va perdre encore plus de temps dans cette notion de rattrapage. Donc on doit trouver un moyen de connecter l'offre et la demande, mais aussi de s'assurer que lorsqu'on soutient l'offre, évidemment, elle ne finisse pas outre-Atlantique. C'est un ensemble qui est dynamique. Je pourrais rappeler une expérience que nous avons faite, par exemple, dans le cadre des industries de sécurité, lorsqu'il y a eu un contrat de filière, puis une stratégie nationale de cybersécurité, qui a été promulguée par le président de la République en 2021, à la suite de cyberattaques dans les hôpitaux. Et à ce moment-là, il a été écrit un contrat de filière dans lequel un fonds a été créé pour aider finalement les hôpitaux et aider les grandes collectivités à s'équiper dans l'urgence pour faire face à ces cyberattaques. Et donc, il a été choisi de mettre plusieurs dizaines de millions d'euros dans un fonds France 2030, avec des fonds qui, comme la ministre l'a rappelé, existent aujourd'hui. Et donc, il en reste. Il en reste pas mal. Et ce que nous avons observé quand cette initiative a été mise en œuvre avec la DGE et avec l'ANSSI, nous avons constaté que finalement, nous avons pu aider 175 hôpitaux, 1500 établissements au total, et que lorsqu'on regarde le bilan de ce qu'elles achètent avec ça, donc cet argent des fonds France 2030 sert à aider à financer partiellement un projet d'un utilisateur. Eh bien, quand on regarde à la fin ce qu'ils ont acheté pour s'équiper ou pour trouver des solutions, à près de 85%, ce sont des solutions françaises de cybersécurité ou des services français, et à 93%, ce sont des solutions européennes. Donc finalement, le différenciateur, la différence technologique qui existe entre les solutions d'un côté et de l'autre de l'Atlantique est si faible que ton objectif de 3% ne paraît pas insurmontable. Bruno ? Alors moi je me suis perdu sur les deux questions, donc je vais répondre aux deux, je vais essayer de répondre aux deux. Donc on parlait de nos dépendances, quelles sont les critiques et où passer outre ? Bon, moi je pense qu'on le sait tous et sans être un bisounours parce qu'il y a beaucoup de legacy, parce que les positions constituées sont dures à faire dévisser. Dans le numérique, les prochaines batailles peuvent tout rebattre. Elles peuvent rebattre les cartes. Donc il est important qu'on connaisse les dépendances sur lesquelles on peut gagner la prochaine bataille. Ça veut dire que c'est innover et ça veut dire que c'est notamment, là je joue mon rôle, être capable de renforcer les liens entre les acteurs industriels que vous êtes et la recherche publique, l'enseignement supérieur, où il y a les talents, où il y a les compétences. Moi, quand je regarde les intervenants aujourd'hui, quand je regarde les membres dans la salle, moi je suis très fier de voir qu'en quelques années, si je regarde le nombril d'INRIA, eh bien Berger-Levrault, Docapost, Dassault Systèmes, Outscale, Orange, et j'en oublie d'autres, Framatome, et j'en oublie d'autres, eh bien on a construit des partenariats stratégiques avec eux qu'on n'avait pas il y a quelques années, et ça veut dire bientôt d'autres. Et ça veut dire que dans un pays où il y a souvent des couloirs, où on pleurniche souvent sur le fait qu'il y a des mondes qui sont séparés, ben c'est pas vrai en fait. Quand on fait preuve de courage, je crois que c'est un terme qui a été utilisé par Michel, eh ben on est capable de rapprocher ces deux mondes pour le bien de tous. Et moi, ce que je veux dire sur les solutions, c'est qu'il faut rapprocher des mondes qui ne sont pas spontanément au contact les uns des autres, et ça on sait faire maintenant en France. Il faut être capable aussi d'imaginer des manières d'accélérer l'innovation, d'accélérer les transferts, d'accélérer ces rapprochements
C'est tout le sens de ce qu'on essaye de construire avec toi, Michel. Et merci pour tout le travail que tu as fait. Merci aussi Véronique pour le travail d'équipe de France autour de Numéum. Et je pense notamment à ce programme d'innovation qu'on articule entre la recherche publique et le comité stratégique de filière. Je parle du programme Apollo. Et je pense qu'il faut être aussi capable, parce que là on parle beaucoup de souveraineté, et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, mais ceux qui ont vu un peu les années passées savent que ce n'est pas toujours si simple que ça au sein de l'État et en France de défendre les sujets de souveraineté. Il y a aussi des injonctions contradictoires à lever dans les solutions. Et dans le quotidien, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent les petites injonctions contradictoires qui existent en France. Donc désolé de mettre cette aspérité sur la table, mais si on veut réussir, eh bien, il faut être capable de les lever dans les mois et années qui viennent. Et moi, je crois beaucoup à la dynamique du CSF pour y arriver. Merci Bruno. Effectivement, il y a du court terme et il y a du long terme. Donc il faudra du temps pour les lever. Aurélien, donc sur cette idée de dépendance critique et en particulier aussi nos dépendances d'une manière générale. Oui, comment merci. vous y répondez ? Merci beaucoup. Effectivement, j'ai entendu tout ce qui a été dit avant et finalement, il y a beaucoup ce constat aujourd'hui quand on se pose autour de la souveraineté numérique. Et aujourd'hui, autour du quantique, finalement, c'est un terrain vierge. On a cette opportunité de construire quelque chose et de se dire, on va peut-être pouvoir faire en sorte d'être totalement indépendant sur cette filière, la filière du quantique, de l'informatique quantique, parce que ça reste quand même de l'informatique, ça restera du numérique également. Et c'est très important. Le quantique aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que c'était l'IA il y a 10 ans. Donc, essayons, si on pouvait revenir en arrière, autour de l'IA et pour prendre des actions peut-être un peu plus en amont et défendre notre part du gâteau, défendre nos talents. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et finalement, faisons-le pour le quantique. Et puis finalement, tous les choix qu'on fait, tout le développement qu'on fait chez Candela, c'est des développements importants pour chacun d'entre nous dans la salle. Je pense à tous les acteurs du numérique, je pense également à tous les industriels, parce que le quantique en 2030, ça va être un enjeu de compétitivité important, ça va être un enjeu de calcul, de gain de part de marché, développement de nouveaux produits, que ça soit dans la pharmaceutique, que ça soit dans l'automobile, sur le nucléaire, énormément de domaines qui sont maintenant connectés au numérique. Et tous ces enjeux, en fait, la souveraineté liée au calcul quantique, ça va être de se dire, est-ce qu'en 2030, on aura accès à cette technologie ? Donc c'est essentiel aujourd'hui qu'on soutienne cette filière, parce que là, c'est comme pour les puces, est-ce que en 2030, on aura finalement une filière sur laquelle on va pouvoir acheter, s'équiper, et on ne sera pas les derniers servis autour de la table, ce qui est super important. Alors, c'est plutôt un appel à tous là-dessus, parce qu'on a maintenant des ordinateurs quantiques qui fonctionnent. Je remercie encore les équipes d'OVH avec qui on a inauguré nos premiers ordinateurs au début de l'année dernière, avec les équipes de Scaleway, parce qu'en plus on vient de terminer un très grand challenge international. Je crois qu'on a une vingtaine d'équipes du monde entier qui ont utilisé nos infrastructures communes, puisqu'il est possible maintenant de se connecter aux ordinateurs quantiques Candela via les infras de Scaleway. Donc on a connecté tout ça, donc on travaille vraiment en écosystème. Puis je voudrais également, c'est très important, remercier l'État qui a fait sa part, qui a commandé un ordinateur quantique Candela qui sera livré dans les clusters du CEA à la fin de l'année et donc sur lesquels on va pouvoir en fait offrir des plateformes de calcul pour nos chercheurs. Là encore, c'est très important pour nos talents, pour nos chercheurs, qui puissent avoir accès à toutes les technologies françaises et autres, mais qu'on puisse développer nos outils, nos solutions de manière libre, parce que c'est ça la souveraineté, c'est avoir la liberté de choisir. C'est vrai, alors apprendre des technologies ou des vagues technologiques qu'il y a eu précédemment pour peut-être encore s'améliorer. Je pense que c'est quelque part un peu ce qu'on est en train de faire. Donc c'est effectivement intéressant, c'est le sens de l'histoire. Alors peut-être Yann, tu voulais revenir sur une question particulière. En fait, sur les éléments de réponse et les pistes à étudier, je suis arrivé à la conclusion, suite à mon parcours et en face de cette concurrence qui est verticale, des acteurs dominants du numérique, suite à un appel
des équipes d'INRIA autour du projet P16, qui est scikit-learn, une technologie développée à l'INRIA, qui a été téléchargée 2,5 milliards de fois. Donc cette technologie, en fait, elle est non seulement souveraine, open source, mais la France est leader mondial, devant Meta et Google combinés. Ce qui est absolument incroyable. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il faut développer un business model autour de tout ça. Dans le cadre de la stratégie nationale, évidemment, sur l'IA, mais aussi dans le cadre du financement France 2030. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, si on creuse, l'open source et l'openness, c'est la partie invisible de l'iceberg qui nous permettrait de rattraper un cycle. C'est là où, en fait, tout ce que l'on fait, c'est très bien, mais c'est très lent, parce que nous avons des forces considérables en face de nous. Et c'est l'openness qui est un vecteur complexe qui contient l'open science, l'open source, l'open standards, l'open data, l'open hardware. En fait, toutes les variations, toutes les shades of grey de l'ouverture, quelque part, c'est ça qui permet au tissu économique d'adopter les technologies le plus rapidement possible. Et la Chine a bien compris. Elle le fait avec DeepSeek. Les GAFAM l'ont bien compris, ils le font contre eux-mêmes. Et donc pourquoi est-ce que la France et l'Europe ne le feraient pas aussi? C'est-à-dire d'adopter cette politique, alors c'est plutôt une politique publique, ensuite les acteurs individuellement choisissent s'ils font du propriétaire ou du ouvert, mais globalement, de stimuler l'openness, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Je pense que Mistral l'a bien compris aussi, l'a utilisé. Et ensuite, il y a d'autres modèles composites. Donc c'est un vecteur d'accélération, de rattrapage qui complète le réglementaire et qui permet à la filière de qui est progresser utilisé très vite. depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Dans le domaine des middleware, de l'OS. Aujourd'hui, les OS open source sont numéro 1 sur tout ce qui est Internet. 96% des projets informatiques utilisent l'open source. Juste pour rebondir, et c'est très vrai que l'open source est un vrai vecteur. Oui, on va pas. Et après, on arrête, hein, c'est promis. C'est promis. Mais. En revanche, je pense que sur l'open source, on a une vraie carte à jouer en Europe et on défend beaucoup plus l'open source que les Américains. Et l'open source a été en danger et continue de l'être aux États-Unis avec des réglementations qui sont basées sur notamment la sécurité nationale et une vraie peur pour eux, une peur de la Chine. Donc je pense qu'on a tout intérêt aussi dans notre cadre réglementaire à maintenir et encourager l'open source parce que c'est un vrai levier de compétitivité et d'innovation et d'adoption. Tout à fait. Donc merci beaucoup encore une fois. Et merci de faire exister. Merci pour ce moment. Un grand merci, vraiment. Moi, j'en retiens quand même plusieurs choses. La première, c'est que je suis d'origine, je suis, par définition optimiste, et là, je suis encore plus optimiste. Aujourd'hui, oui, il y a des choses à faire, et nous devons tous ensemble. Deuxièmement, j'entends bien les notions de collectif. Rien, n'est perdu d'avance. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et donc, il faut se battre, vous savez, hein, Et donc, merci à vous. Et donc, vous représentez aujourd'hui l'innovation forte. Et je suis ravi aujourd'hui que vous ayez pu témoigner. Merci. Alors maintenant, nous avons la chance de conclure avec une personne éminente du secteur des télécoms et du numérique. Donc, Christelle Hennemann, qui est la présidente de Orange, va faire la conclusion. Merci. Merci Michel. Madame la ministre, mesdames et messieurs, eh bien, je suis très heureuse d'être ici et d'avoir l'opportunité de conclure cette soirée dédiée à la souveraineté numérique qui rassemble effectivement des entreprises, organismes de recherche, des institutionnels et un signe que l'importance cruciale de ces enjeux est portée, incarnée et continue de trouver sa place centrale dans nos sociétés. En tant que directrice générale d'un grand groupe, mais surtout d'un grand groupe numérique, Orange, que tout le monde connaît en France, mais à qui les questions de souveraineté sont également posées par ses clients en Pologne, en Espagne, en Roumanie, en Belgique, car oui, cet enjeu est européen. Il me semble important de mettre en exergue quelques points qu'il nous faut avoir collectivement à cœur. Et oui, je suis aussi une optimiste, Michel, mais je suis une grande pragmatique. C'est indispensable pour diriger un grand groupe comme Orange. Mais oui, il nous faut avancer vers plus de liberté et plus d'indépendance. Aujourd'hui, la situation est critique. 70% des données françaises sont hébergées dans des clouds américains. Si la localisation des data centers pour le stockage est clé, le traitement et le calcul en Europe sont également cruciaux. Nous sommes face à des géants américains hyper concentrés,
seulement 2 App Store également, quand on parle de l'environnement mobile, 3 fournisseurs de cloud mondiaux, une poignée de fournisseurs d'équipements, de hardware, je ne les citerai pas. Il est difficile de se passer de leur capacité et de leur puissance, d'autant que les réglementations qui nous protègent de leur domination sont faibles, voire inexistantes, ou peu appliquées. Dans le secteur des télécoms, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. 80 opérateurs mobiles en Europe, dont 4 en France, 3 aux États-Unis, 3 en Inde, 3 en Chine. Cherchez l'erreur. Nos capacités d'investissement ramenées au nombre de citoyens européens sont très inférieures à celles de nos pairs sur leur marché. Résultat, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Europe, 200 milliards d'euros d'investissements manquants pour réaliser l'agenda numérique européen de la décennie numérique 2030. Tant que le marché européen restera fragmenté, il n'y aura pas de leader mondial du numérique en Europe, il n'y aura pas de géant pan-européen. Nous sommes soumis à des taxes spécifiques à notre secteur du numérique auxquelles les GAFAM échappent. Nous sommes soumis à des réglementations spécifiques qui vont bien au-delà du RGPD quand on parle des opérateurs télécoms. La e-privacy en est un exemple. Et puis, bien sûr, en Europe, les décisions sont lentes, trop lentes. Au niveau européen, la DG Compétition, Direction générale de la concurrence, a par exemple, sur un sujet de cloud, mis 3 ans pour approuver un projet d'alliance entre 3 opérateurs télécoms, dont nous faisons partie, qui veulent investir sur des solutions d'open source pour développer le telco cloud. Oui, nos cœurs de réseau seront hébergés sur du cloud. On ne peut pas les mettre sur des clouds qui ne seraient pas souverains, mais 3 ans de procédure pour faire approuver un projet entre 3 opérateurs télécoms. C'est autant de retard pris sur l'investissement dans les projets industriels stratégiques à l'échelle de l'Europe et autant d'énergie passée à justifier des dossiers plutôt qu'à avancer opérationnellement sur ces projets. Ces sujets sont connus, mis en relief par le rapport Draghi, il y a maintenant 9 mois. Donc le temps passe. Et nous attendons beaucoup du Digital Network Act pour créer un vrai marché unique du digital en Europe, pour enfin voir émerger des leaders mondiaux du numérique capables de rivaliser avec des acteurs américains ou chinois sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors pour autant, tout n'est pas perdu, non. Et oui, ça a été rappelé ce soir, nous avons de l'excellence, nous avons des entreprises, des entrepreneurs, des compétences, des laboratoires de recherche, que ce soit évidemment les universités, les institutions, la commande publique, le plus grand marché de consommateurs mondial, celui qui fait envie aux entreprises américaines et chinoises aujourd'hui. Donc oui, il nous faut travailler et oui, il faut saisir l'opportunité qui est peut-être la plus belle opportunité qui s'offre à notre secteur du numérique en Europe. Chez Orange, nous sommes l'un des seuls opérateurs au monde à encore posséder une recherche avec des chercheurs, des doctorants qui viennent renforcer nos rangs, qui travaillent dans des domaines comme la cryptographie ou bien sûr la technologie du signal. Nous travaillons avec des universités, des start-up. Nous voulons contribuer à renforcer la performance et la sécurité des services numériques dans nos réseaux, pour nos clients, mais aussi dans le monde entier, en étant l'un des opérateurs les plus impliqués dans l'Association mondiale des opérateurs telco, la GSMA. Alors oui, nous avons aussi appris de certains échecs. Nous avons investi dans le cloud. Je n'étais pas chez Orange à l'époque. Mais j'ai vu le dossier en tant qu'administratrice de la fermeture, CloudWatt, dans lequel nous avons investi avec Thales et la Caisse des dépôts. 100 millions cramés. Et puis nous investissons bien sûr dans le cloud privé. Telco Cloud, je l'ai rappelé, projet ultra stratégique pour l'autonomie et l'indépendance des opérateurs en Europe. Le cloud public, bien sûr. Nous aimons l'open source. Et puis, nous avons aussi décidé de créer Bleu, une société 100% française avec Capgemini, qui permettra d'utiliser les outils de, certes, Microsoft, mais dans un environnement de confiance, Secnum, localisé en France, auquel, non, Microsoft n'aura pas accès. Donc c'est une solution pragmatique, notamment pour les opérateurs publics ou les OIV, et nous en aurons besoin, nous, chez Orange. Et nous voulons être cet opérateur, évidemment, de confiance pour nos clients. Nous innovons également dans nos offres en proposant à nos clients de l'IA générative de confiance avec des partenaires français comme Mistral ou Lighton, ou en proposant à nos collaborateurs un moteur d'IA générative qui inclut différents LLM, car oui, la réversibilité et l'indépendance est importante, dont Mistral, bien sûr, et dans lequel nos collaborateurs peuvent travailler. Aujourd'hui, c'est plus de 70 000 collaborateurs qui utilisent cet outil chez Orange.
Enfin, et puisque souveraineté va de pair avec confiance, il faut noter que la résilience, la sécurité, la solidité de nos infrastructures sont des atouts stratégiques pour la France et pour l'Europe. Nous sommes l'un des opérateurs européens qui possèdent le plus vaste réseau international, en particulier en ce qui concerne les câbles sous-marins. Nous sommes l'un des très rares opérateurs mondiaux à maîtriser les technologies de pose et de maintenance des câbles à très grande profondeur avec Orange Marine, et nous les déployons partout sur la planète. De même, nous sommes l'opérateur numéro 1 du déploiement de la fibre en Europe, avec 48 millions de foyers connectés, près d'un foyer sur 2 en France. Nous maîtrisons les technologies satellitaires et nous sommes l'un des premiers acteurs en France et en Europe à protéger tous nos clients des menaces cyber qui s'accélèrent. Je n'ai pas décidé ce soir de zoomer sur nos dépendances stratégiques dans les enjeux de cybersécurité. Ça mériterait une soirée à part entière. Car oui, nous sommes aussi ultra dépendants des Américains quand il s'agit de comprendre la menace. Or, nos réseaux, nos infrastructures sont des détecteurs avancés de ces menaces. Alors à nous de nous organiser, de relever le défi. La clé de notre réussite sera la capacité à coopérer. Chercheurs, start-up, grandes entreprises, puissance publique, petites entreprises. Orange n'est pas toujours exemplaire. Non, on fait des erreurs, on essaye. On est un grand groupe, donc c'est vrai que c'est pas facile de travailler avec un grand groupe. Donc je me réjouis d'avoir le client public qui fait face aux mêmes contraintes, aux mêmes attentes. Mais oui, nous voulons jouer tout notre rôle. Dans le cloud et dans l'IA, nous devons apprendre, investir, grandir ensemble. J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'on investit quand même 6 milliards tous les ans dans les infrastructures en Europe. Avec 6 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Et si, en plus, l'Europe décidait de permettre de la consolidation dans les télécoms, je rêve. Non, je ne rêve pas. J'agis. Nous le menons, ce projet. Nous devons nous assurer que la commande publique va, oui, aux entreprises technologiques et numériques européennes, avec, lorsque cela est possible, une vraie priorité d'achat. Nous, les grands groupes, y prendrons aussi toute notre part. La souveraineté numérique, entendue comme la capacité à faire des choix technologiques libres, éclairés et réversibles, constitue dès lors un pilier essentiel de notre sécurité économique, de la protection de nos données et de la défense de nos valeurs démocratiques. La panne massive survenue en juillet 2024, causée par un partenaire de Microsoft, a illustré de manière spectaculaire notre degré de dépendance à des solutions que nous ne maîtrisons pas. Les bouleversements que nous vivons mettent en lumière nos faiblesses en tant qu'Européens, mais aussi une formidable opportunité de mettre en valeur nos atouts. Et si nous parvenons à coopérer, à agir de manière cohérente entre public, privé, régulateurs, financeurs, à l'échelle européenne. Il ne peut y avoir de taille critique si on ne joue pas la carte de l'Europe. Oui, c'est difficile, mais il faut, et Orange peut y contribuer. Nous pouvons acquérir enfin une vraie autonomie stratégique dans le domaine du numérique en Europe. C'est en tout cas le souhait que j'ai pour la France, pour l'Europe et pour Orange. Merci à vous. Merci Christelle. Alors, toujours dans mon rôle improvisé, je voudrais demander à tous les fournisseurs de solutions numériques qui ont participé aux différentes tables rondes, donc que les fournisseurs, de venir, s'il c'était possible, ici, parce qu'on va prendre une photo juste avant la conclusion, alors par Madame la Ministre, donc si elle pouvait également venir pour que l'ensemble de ces acteurs soient photographiés. Et nous laisserons la conclusion avant la signature de la convention et la lettre de mission à Madame la Ministre. On me glisse dans l'oreillette qu'il y a d'autres solutions numériques qui sont dans la pièce et donc tout le monde est bien sûr bienvenu, et pas que ceux qui ont eu l'honneur de discuter sur scène pendant cette table ronde. Allez, on est nombreux.
de ces femmes. Évident. Est-ce que c'est assez équilibré de deux côtés? Oui. Vous n'avez pas besoin de nous... S'il vous plaît, dites-nous, parce que je ne vois rien. J'invite quelques personnes de ce côté-là à passer de l'autre côté, voilà. Passer à gauche, c'est bon. On n'en tirera aucune conséquence sur vos orientations. Bon, et je me sens très bien entourée. Merci beaucoup. Je crois que l'idée ce soir, c'était vraiment de pouvoir montrer que les solutions numériques européennes, elles sont là, puisqu'elles sont derrière moi. On a entendu, je crois, dans les dernières semaines, des grands patrons se dire que finalement, quand ils avaient le choix, quand il s'agit de la sécurité de leurs données, de se tourner vers des solutions américaines, ils étaient un peu gênés. Et en fait, moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est que c'est une bonne chose d'être gêné. C'est une bonne chose parce que je crois que pour la première fois depuis un moment, depuis peut-être des dizaines d'années, ce sujet de la souveraineté numérique, c'est plus le sujet du directeur des systèmes d'information, mais c'est bien le sujet du CEO. Et ça, c'est un énorme basculement, c'est un vrai changement. Et donc, ce que je voulais dire à toutes les administrations qui sont engagées dans cette dynamique de digitalisation, à tous les patrons qui aujourd'hui se posent la question de leur dépendance, et je sais qu'ils sont nombreux parce que pour avoir échangé avec un certain nombre des personnes derrière moi, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu autant de sollicitations de clients qui viennent vous voir parce que la question de la dépendance numérique, de la dépendance que ces clients ont vis-à-vis de solutions extra-européennes, c'est devenu une réalité à laquelle ils veulent apporter des réponses. Et donc, ce que je voulais qu'on puisse leur dire tous ensemble, c'est que les réponses, elles sont là, elles sont très nombreuses, et on est très fiers de vous accompagner. On continuera à le faire comme on l'a fait aujourd'hui avec la AP Cloud Souverain. On continuera à porter l'innovation, parce que la réponse aux dépendances, c'est l'innovation plus que jamais. Et la réponse aux dépendances, c'est aussi le collectif. Et donc, cette grande brochette d'acteurs du numérique ne serait pas complète sans tous les acteurs qui vous accompagnent au quotidien et que je vais faire monter avec moi sur la scène, qui ont participé à cette belle journée. Donc, bien sûr, Véronique, tout le monde venez. Eh oui. Bien sûr, François. Tout le monde. Je crois que vous pouvez compter sur nous tous pour continuer à porter cette détermination de construire une souveraineté numérique tous ensemble. La souveraineté numérique, ça a été très bien dit, chère Christelle, cher Michel, c'est la capacité à choisir. Et donc ensemble, on choisit, ensemble on donne des opportunités de choisir, et je crois que c'est ça le plus important. Merci, bravo, et continuez à être aussi engagés et déterminés. Alors, je découvre que d'être animateur, c'est plus difficile que de directeur général. Parce que maintenant, je dois appeler qu'on doit faire la signature de la lettre de mission pour la création de l'Observatoire de la souveraineté numérique par Madame la Ministre. Mais vous pouvez également par Marc Bortureux, qui est vice-président du Conseil général de l'économie. Voilà. Ça, c'est la première lettre. Il y en a deux. Il y en a deux. Merci à tout le monde, en tout cas, de vous être plié à ce protocole photographique. Tu as fait ça toute ta vie, là? Oh non. Bon, comme on n'a pas fait le selfie quand tout le monde était sur scène, je vais le faire là quand même. Je vous invite à sourire de vos plus beaux sourires. Bravo à tous et merci. Oui, mais moi, c'est la deuxième. Là, c'est la convention. Donc, j'invite Marc. Voilà. Pour signer la lettre de mission.
Donc nous signons une lettre d'engagement, il y a que 2 exemplaires, donc mais voilà, sur comment dire, une déclaration conjointe pour l'autonomie numérique stratégique pour la France et l'Europe, qui vise à définir un certain nombre d'actions pour pouvoir promouvoir la souveraineté dans le cadre de l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit autour des entreprises, bien entendu, mais également de l'État, des parties prenantes et de l'ensemble de l'équipe de France du numérique. Bravo. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir très fort Michel Paulin qui s'est découvert une nouvelle carrière d'animateur et vous remercier tous les deux, cher Marc, cher Michel, pour la bonne collaboration à venir, mais que je sais déjà d'ores et déjà en place sur cette question de la souveraineté numérique. Je vous remercie. Merci. À vous. Tu veux qu'on fasse une photo ? Pardon. Merci à toutes et à tous, et je crois qu'on nous attend ici. Ah bon, d'accord, alors ici. Pardon ? On reste ici. Au rez-de-chaussée, pardon. Donc on va au rez-de-chaussée, c'est pour ceux qui sont volontaires pour aller au rez-de-chaussée. Tous ensemble, toute l'équipe. Merci encore à tout le monde.